les médicaments vont soulager les symptômes, ils ne vont pas réduire les causes. Il n'y a pas de molécules qui vont lutter contre les causes. Les causes, c'est votre alimentation et votre environnement, parce qu'il y a aussi l'environnement. Mais votre alimentation vous permet d'aller très très loin dans la régénération de votre organisme. Bonjour chers auditeurs de Nexus et bienvenue sur notre chaîne. Je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine d'information libre et indépendante et que sans vos abonnements, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui qui va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons accueillir Michel Drezen. Michel Drezen, ancien commandant de police qui s'est lancé dans l'enquête journalistique et qui a sorti le livre Enquête de santé, ce que disent vraiment les études scientifiques parues aux éditions de l'Artilleur. Je vous avoue qu'il m'a bousculé. Il a bousculé pas mal de convictions que j'avais. Je lui laisse la parole pour exprimer lui-même son parcours et ses recherches. Bienvenue à Michel Drezen, ou Drezen en breton. Bonjour Michel. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous avoir, non pas en chair et en os devant moi, mais via cet écran. Quand j'ai reçu cette proposition de livre par email de la part de votre éditeur, déjà le titre m'a interpellée parce que tout ce qui concerne la santé nous intéresse vraiment chez Nexus et puis les enquêtes particulièrement et ce que disent vraiment les études scientifiques. Là, tout de suite, la couverture m'a appelée et donc j'ai contacté votre éditeur qui m'a envoyé votre livre. Et là, je suis tombée des nues, tombée de ma chaise. Je vous avoue que votre livre me perturbe de plus de 500 pages parce que ça démolit tellement d'idées reçues, mais même d'idées reçues dans les milieux de personnes qui s'intéressent à la santé naturelle, comme moi je peux le faire depuis des années. Là, on va faire un entretien. Alors, on ne pourra pas faire un entretien de 20 minutes. Je préviens nos auditeurs, ça va être plus long. Si vous avez du temps, Michel. Oui, j'ai ce temps-là. Parce que votre enquête, qui a nécessité des années de travail, ne peut pas être bâclée, à mon sens, en aussi peu de temps. Alors on verra, peut-être même qu'on fera plusieurs vidéos, parce qu'il y a tellement de thématiques que vous abordez que là, on va essayer de rester un petit peu global, et nous verrons si par la suite, on fera des vidéos bien spécifiques sur chaque sujet. Michel, alors, vous n'étiez pas journaliste. Je n'étais pas journaliste, donc j'étais... Vous n'étiez pas médecin. Je n'étais pas médecin. Alors pourquoi cette enquête et pouvez-vous nous résumer votre parcours insolite? J'ai fait une carrière dans la police nationale et donc j'ai terminé au grade de commandant divisionnaire. À la fin de ma carrière, je dirigeais un service départemental, celui de la police aux frontières, peu importe. Mais avant cette période, à la police aux frontières, j'ai été en police judiciaire et en commissariat dans des unités d'investigation, exclusivement d'investigation. Je n'ai fait que ça, des enquêtes délictuelles, des enquêtes criminelles, ce qui m'a amené à voir le côté sombre de la société très souvent. Et vous avez gardé le sourire quand même, malgré tout? Oui, parce que on a des exutoires dans la police lorsqu'on mène des enquêtes qu'on appelle difficiles, qui sont qui vous prennent aux tripes, et donc il faut conserver beaucoup de recul parce que sinon on peut verser dans du fatalisme, par exemple, ou de la dépression, ou de l'alcoolisme, ou peu importe, des choses comme ça. C'est très très lourd à porter. Les gens ne se rendent pas compte. En tout cas, vous n'avez pas l'air d'être fataliste parce que donc si vous avez commencé à écrire ce livre, c'est parce que votre femme a été touchée par un cancer. Vous pouvez nous en dire plus? Et à ce moment-là, vous n'avez pas décidé de baisser les bras? Oui, ça c'est le début du livre, je le raconte dans le prologue. En 2016, on a découvert un cancer chez ma femme, un cancer du rein, et elle a donc été opérée de ce cancer. Elle va très bien, elle fait 10 ans, et donc elle va très très bien, elle est en rémission totale. Et malgré tout, puisque nous mangeons bio depuis plus de 20 ans, je me suis posé des questions sur les raisons qu'ont les humains de développer des cancers. J'étais très, très interpellé par ce cancer. Et donc, je me suis interrogé sur la manière, s'il y avait une solution pour éviter de développer des cancers. Et du coup, je me suis intéressé à la nutrition. Pas à pas, hein, puisque ça fait 7-8 ans que je creuse le sillon de la santé à travers des études scientifiques et à la suite de ce cancer de ma femme.
Alors donc votre femme tombe malade et à partir de quand vous commencez vraiment à enquêter, à faire le lien entre sa maladie et l'alimentation? Déjà, comment ça vous vient cette idée? Alors, le cancer de ma femme, un cancer du rein, il ne répondait pas à la radiothérapie, ni à la chimiothérapie, ni à l'immunothérapie. Donc, il y avait rien à faire, il fallait juste attendre. Et moi, ce concept d'attendre me convenait pas. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose à faire, mais quoi faire? Et l'alimentation était notre seul levier. Donc, je dis on, puisque nous étions tous les deux dans cette barque, on a commencé à changer notre alimentation progressivement en allant de l'alimentation crue, plutôt cétogène ensuite, et pas à pas, moi, j'essayais de comprendre les fonctions métaboliques que déclenchait l'alimentation lorsqu'on consommait tel ou tel type d'aliment, qu'est-ce que ça faisait dans l'organisme. Alors, il faut dire que avant de faire policier, j'avais suivi un premier cycle de chimie biologie à Brest. Mmh. Et donc, je ne partais pas vraiment de rien, j'avais quelques notions. Et donc, c'est ces notions que j'ai creusées. Mmh. Alors quelles sont les premières découvertes majeures que vous avez faites, parce qu'au départ, ça devait pas être une enquête au début, voilà, vous cherchiez des solutions pour votre femme mais voilà, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué au départ dans vos découvertes? En premier lieu, j'ai compris que les glucides étaient pas bons pour la santé. C'est la première chose. Il y a beaucoup d'ouvrages sur les glucides, hein. Ils sont célèbres, Lustig, j'ai noté quelques noms. Bref, oui, Gary Taubes, ça fait effectivement, oui, il a fait un ouvrage aussi sur les glucides. Et partant des glucides, cela m'a ouvert d'autres portes et je me suis interrogé pour chaque groupe d'aliments, je me suis interrogé, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce qu'on dit sur leur compte? Par Mmh. exemple, pour les céréales, pour les fibres, pour les oméga 3, pour les acides gras saturés. Et donc, j'ai développé cette expertise au fur et à mesure que j'avançais dans mon enquête. J'y allais point par point. Je me suis d'abord intéressé effectivement au sucre. Ensuite, je pense que c'était les céréales, parce que les céréales contiennent énormément de sucre à travers l'amidon. Donc, j'ai Mmh. rejoint les deux aspects. Et ensuite, l'aspect fibre est arrivé par les céréales, parce que les céréales contiennent des fibres fermentescibles. Donc, je suis arrivé aux fibres. Oui, parce qu'on va y revenir, parce que quand on lit que finalement, je vous assure que pendant quelques jours, je savais plus quoi manger, hein. Là, j'étais perdue, hein. Que les fibres, seraient pas si bonnes que ça. Il y a tellement de choses que les huiles, certaines huiles qu'on nous conseille ne sont pas aussi bonnes que ça. Les acides gras polysaturés et polyinsaturés, bon, on va y revenir, mais c'est vrai que c'est troublant. Quand vous dites que vous avez cherché des informations, après vous vous êtes mis à lire des études, c'est Alors, ça? j'ai lu des livres, hein, j'ai lu ces Voilà. livres, des livres de vulgarisation, effectivement, Gary Taubes, Lustig, bref, j'en oublie, hein, j'en ai lu Mmh. beaucoup. Alors, j'ai commencé par lire des livres. Ensuite, comme le sujet m'intéressait, j'ai commencé à lire les études scientifiques qui souvent apparaissaient dans les livres. Et ensuite, j'ai étendu cette connaissance. J'en ai lu des milliers et des milliers d'études scientifiques, hein. Mais il faut dire il en paraît énormément tous les jours d'études scientifiques. Il est impossible pour un être humain de lire toutes les études scientifiques. C'est impossible. Et donc, il faut faire des choix. Et donc, il faut rechercher. C'est pour ça, dans le livre, il y a un petit chapitre sur les études scientifiques qui ne se Oui. valent pas toutes. Oui, dans votre livre, vous parlez de plusieurs types d'études. Il y en a qui seraient, plus fiables que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces études? Alors oui, alors les études scientifiques, il en paraît des dizaines de milliers par année, hein. C'est énorme la production d'études scientifiques, mais elles ne se valent pas toutes, évidemment. On parle souvent des études randomisées en double aveugle, c'est le gold standard de l'étude, mais c'est très compliqué, c'est très long à mettre en place. Malgré tout, même si elles ne sont pas randomisées, elles ont quand même une très bonne valeur pour certaines d'entre elles. Pas les études observationnelles, mais les études interventionnelles. Même si elles ne sont pas randomisées, elles sont d'une grande qualité. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que vous, ça vous paraît, simple maintenant que vous connaissez bien les concepts, mais pour ceux qui nous écouteraient, qui ne connaîtraient pas ce que c'est qu'une étude, randomisée, à double aveugle et cetera, est-ce que vous pouvez vraiment
dire la différence entre une étude observationnelle, une étude interventionniste et une étude randomisée. Vraiment les... Randomisé en double aveugle, ça veut dire que ni le chercheur, ni la personne témoin ou le groupe témoin ne sait s'il prend la molécule qui est testée ou un placebo. Ça, c'est randomisé en double aveugle. Personne ne le sait et on fait varier un seul facteur. Et on analyse les résultats. Ça, c'est assez simple. Les études observationnelles, c'est des études de cohortes, ce sont de très, très grandes études qui... alors, on observe une grande population et par rapport, par exemple, pour une consommation de fibres et on va questionner ces grandes cohortes de personnes qui participent à l'étude par questionnaire. Mais on ne fait varier aucun facteur. On leur demande s'ils mangent des fibres ou pas des fibres, à quelle fréquence ils mangent des fibres. Et ce genre d'étude peut durer des années. Ça peut comporter des dizaines de milliers de personnes. Ce sont des études de grande envergure. Alors, elles ne sont pas inutiles, évidemment, ces études. Elles permettent d'orienter le chercheur vers un sujet, vers un sujet qu'il va analyser d'une manière plus profonde ensuite, à travers justement une étude randomisée, puis il pourra faire varier un facteur. Et donc, ces études-là peuvent être menées effectivement chez des humains, chez des animaux, ce qui est très, très, très différent aussi, parce que les animaux ne répondent pas aux molécules de la même façon que les humains. Il faut également distinguer les résultats de ces études si elles ont été faites sur des animaux ou sur des humains. C'est très important de le savoir. Ça donne une orientation chez les animaux, mais il n'y a pas de causalité. C'est pas possible. Oui, c'est pas parce qu'on observe quelque chose chez les animaux qu'on va l'observer, comment dire, que ça explique quelque chose chez l'être humain, forcément. Ça incite à faire d'autres études sur le même sujet chez les humains. Voilà. C'est toujours intéressant, mais on peut pas conclure en fait. Par exemple, un vaccin qui a été testé uniquement sur des animaux, on ne peut pas dire qu'il est efficace sur les humains. Alors, la question du vaccin, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la seringue. Oui, ça c'est le grand sujet. Le grand sujet d'atelier, c'est, alors même si c'est un secret industriel, ce qu'il y a dedans, on nous dit que dans la seringue, il y a l'expression atténuée d'un virus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il faut peser, et là, il faut faire l'enquête. Ah bah alors, on va recentrer sur le sujet initial parce que c'est vrai que ça donnerait envie d'approfondir. Alors, on revient sur les études. Et par rapport aux études interventionnelles et non pas interventionnistes, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Alors, les études interventionnelles, les chercheurs vont pouvoir faire bouger un paramètre ou deux. Ils choisissent le nombre de paramètres qu'ils veulent moduler dans l'étude et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont connaissance par rapport à un contrôle randomisé en double aveugle, où ils savent pas quel groupe a été touché par la molécule qu'ils observent. C'est un peu différent. On comprend que le chercheur, il sait ce qu'il teste et sur qui il le teste. Ce sont des études de qualité. Pas le cacher. On parle souvent exclusivement des études randomisées en double aveugle. Non, les études interventionnelles sont de très très bonne qualité aussi. Donc, selon vous, pour résumer, quelles sont les études vraiment les plus fiables dans toutes celles que vous venez d'énoncer? Celles sur lesquelles vous avez envie de vous baser principalement, ce sont lesquelles? C'est difficile. On va dire effectivement l'étude randomisée en double aveugle est le gold standard, mais il y en a peu parce que c'est très coûteux, très 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 difficile. Mais les autres études ne sont pas négligées. Je mettrai à part les grandes études observationnelles. Elles sont vraiment de qualité faible. Elles peuvent juste permettre d'orienter une nouvelle recherche. D'accord, parce que là, vous dites que vous vous basez sur combien? 200, c'est ça? Non, je sais oui, plus. 250, peut-être plus. Environ 250 études. Donc, vous vous basez sur environ 250 études et sur ce nombre d'études-là, la plupart sont des études en double aveugle, même si elles sont rares ou... Non, pas nécessairement en double aveugle. D'ailleurs, je n'ai pas pointé spécifiquement des études randomisées en double aveugle. Il y a des chercheurs qui... C'est difficile d'expliquer comment ça fonctionne. Il y a des chercheurs qui passent toute une vie à creuser un sillon en appréciant différents angles. Par exemple, je vais citer un chercheur que j'aime beaucoup, un Écossais qui s'appelle Graham Hardy, qui fait un travail incroyable sur la voie métabolique de la MPK.
à tel point qu'on l'appelle le papa de la MPK. C'est une voie métabolique que l'on déclenche dans certaines circonstances, justement lorsqu'on ne mange pas de glucides ou si on ne mange pas de protéines ou en cas de jeûne. Et donc, ce chercheur a fait des centaines d'études sur ce même sujet. Et donc, lorsque vous lisez ces études, j'en ai lu une grande quantité. Donc, c'est juste fabuleux de voir comment il a pu orienter son œil avec différents angles et l'approche sur le même sujet. Au bout du compte, ça dénote une grande qualité du travail de ce chercheur. Donc là, vous avez lu, comme vous disiez tout à l'heure, des milliers d'études. Après, vous en avez gardé 250. Pourquoi avoir choisi celle-ci en particulier? Parce que pour vous, vraiment, elle prouvait quelque chose, ces études-là? Alors, c'est ce qu'on appelle le faisceau d'indices convergents. Lorsque vous faites une enquête judiciaire, vous trouvez de nombreux indices, mais ils ne sont pas tous convergents. Et vous êtes obligé d'essayer de les éliminer dans leur ensemble. Lorsque vous interrogez des témoins ou vous trouvez des indices matériels, ils ne sont pas toujours tous cohérents. Vous devez malgré tout conserver et regarder comment ils fonctionnent ensemble. Certains se dirigent vers la même cible d'une manière naturelle. Et donc, lorsque vous avez ces indices qui convergent vers la même cible, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas très loin de la vérité. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous dire la méthode que vous avez utilisée? J'aime beaucoup les parallèles que vous faites au début de votre livre sur votre méthode de commandant de police à l'époque et votre méthode de journalistique, là, cette manière d'enquêter. C'est croiser les informations et ne pas partir avec une vérité en poche. Il faut se détacher du sujet. Moi j'avais l'avantage de pas être médecin, pas être biologiste, et donc lorsque j'abordais les études, je me posais toujours la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Systématiquement, c'est vrai ou c'est faux? Et donc, j'allais chercher les études pour démontrer est-ce que c'est vrai. Donc, je cherchais le plus sérieusement du monde si c'était vrai, les études qui montraient pourquoi ceci pouvait être vrai, mais je cherchais aussi s'il y avait d'autres études qui montraient que ceci était faux. Et donc, je faisais une comparaison. Lorsqu'on procède de cette façon, on se rend compte que les grands discours sur certains domaines de la santé tombent d'eux-mêmes. Par exemple, les fibres. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Vous n'arrivez pas à trouver des études qui montrent que les fibres sont réellement favorables à la santé. Ça n'existe pas. Vous pouvez chercher longtemps. Et j'ai cherché longtemps. Et j'ai pas trouvé. J'ai même trouvé l'inverse. Alors, on va y revenir. Mais la méthode, c'est celle-là, la méthode. C'est de ne pas partir d'un fait acquis, c'est aller le vérifier. Si un témoin vous dit quelque chose dans une enquête judiciaire et que vous pouvez le vérifier, vous n'allez pas croire le témoin, vous allez aller vérifier. Et vous dites, j'ai appliqué les mêmes méthodes qu'au cours de ma carrière. Il m'a fallu défier le sacro-saint principe d'autorité. Il m'a fallu penser de manière rigoureuse, traiter toutes les informations avec scepticisme, ne jamais me fier à une seule observation. Je me suis méfié comme de la peste du biais de confirmation d'hypothèses, cette tendance naturelle à chercher uniquement les informations qui confortent nos croyances. J'ai donc constamment cherché l'information ou la documentation qui va à l'encontre de la pensée dominante, à l'encontre de la manière même dont j'envisageais jusqu'à présent certaines données considérées comme scientifiques. Donc, juste pour vous dire que vraiment, quand vous écrivez, c'est d'une limpidité. J'aimerais, avant qu'on entre vraiment dans le cœur du sujet, déjà, je voudrais voir avec vous, parce que vous l'avez vraiment vulgarisé, mais de manière très, très pédagogique pour quelqu'un comme moi qui a vraiment du mal avec les notions scientifiques. Vous avez réussi à faire comprendre comment fonctionne de manière globale le corps humain. C'est-à-dire qu'après tout ce que vous avez assimilé, vous avez réussi à proposer un tableau presque rigolo de comment fonctionne le corps humain. Est-ce que vous pourriez partager ça avec nos auditeurs aussi? Alors, au début, je rédigeais pour moi-même. Je prenais des notes et je rédigeais, enfin pas pour moi-même, mais je prenais des notes sur les données scientifiques que je récoltais au fur et à mesure. Et ensuite, je me suis dit, oh, il faut que je développe un peu plus tout ça. Et j'ai voulu écrire à l'attention du lecteur lambda. Mais je me suis un peu planté au début. C'était un peu trop biologique. Et donc, lorsque j'ai proposé mes écrits à l'éditeur, il m'a dit « c'est bien, mais il faut vulgariser ». Et donc, j'étais un peu dépité parce que je pensais avoir fait le plus gros du travail, mais le plus gros du travail m'attendait en fait.
et c'est très compliqué de vulgariser. Et donc, c'est vraiment l'éditeur qui a été le curseur pour savoir. Je me suis repris à plusieurs reprises. Hein. Je lui ai proposé, il m'a dit ah, là ça va pas, je comprends pas. Si je dois relire 5 fois, même si c'est cohérent, c'est difficile pour le lecteur s'il doit faire comme moi à chaque fois. Et donc, j'ai amélioré ma production écrite de cette façon. J'ai beaucoup repris de manière à vulgariser, mais la vulgarisation ne peut aller que jusqu'à un certain point, parce qu'après, on perd le détail de l'investigation et du fait biologique. Et donc, il y a une limite à ne pas dépasser. Et c'est pour ça que le livre, j'ai fait une petite mise en garde. Il y a quelques notions qui sont un peu compliquées, mais on arrive à les comprendre d'une manière générale. Le tout, c'est de comprendre, pas de vouloir le dire à quelqu'un d'autre après, l'expliquer à quelqu'un d'autre. Je l'ai beaucoup vécu avec ma femme parce que je lui disais, est-ce que tu comprends? Elle me disait oui, je comprends, mais je ne pourrais pas l'expliquer. Alors c'est parfait. Il faut comprendre les mécanismes, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et une fois qu'on a compris les mécanismes, on sait comment s'alimenter. Vous pouvez reprendre le concept juste du parallèle que vous faites avec la ville. Imaginez votre corps comme une ville. Ah Vous oui, voulez, vous voulez que je le dise pour vous ou je reprends non, vos termes ou... je ne sais pas comment je l'ai écrit, mais je sais ce que j'ai écrit. Oui, je fais la comparaison avec une citadelle fortifiée. J'ai pris l'exemple de Carcassonne parce que j'aime bien cette ville, c'est magnifique. Et, la cellule, c'est la citadelle de Carcassonne avec une grosse activité à l'intérieur et des remparts qui la protègent du monde extérieur. Mais malgré tout, avec cette activité extérieure, elle laisse échapper la production intérieure pour les gens qui sont à l'extérieur de la citadelle, à l'extérieur de la cellule. Et je trouvais que ce parallèle avec la citadelle fortifiée était assez parlant. Avec les moyens de défense, les remparts, les machicoulis, les ponts-levis, etc. Tout ce qui protège. La cellule fonctionne comme ça, mais au plan biologique, évidemment. Quels sont les 2 fléaux majeurs que vous avez découverts qui se passent dans notre corps? Alors, je les cite dans les premiers chapitres du livre. Le fléau, c'est pour le stress oxydatif, c'est le résultat d'un déséquilibre redox. Donc, j'explique dans le livre ce qu'est le déséquilibre redox. Le corps humain, il réagit au principe fondamental de la matière, c'est l'échange d'électrons infinis entre les atomes. On fonctionne comme ça. Et donc, le corps humain, toutes les secondes, millisecondes, enfin, en fait, en permanence, et cherche à maintenir cet équilibre redox. C'est comme l'image d'un funambule qui traverserait, par exemple, entre deux immeubles sur un fil. Il n'est jamais en équilibre. Il est toujours en train de se rétablir d'un côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre. Donc, il avance et il est en équilibre. Le corps humain fonctionne comme ça avec l'équilibre redox. Il doit, lorsque le stress oxydatif l'assaille, il faut absolument qu'il mette en œuvre des voies métaboliques qui vont fournir des antioxydants. Ou on les produit, on les obtient par l'alimentation, hein, c'est aussi possible. Et donc, c'est un équilibre dans le jeu des électrons. Qu'est-ce qui s'oxyde? Quand on dit stress oxydatif, ça s'oxyde où? C'est quoi qui s'oxyde? Il y a des molécules qui volent des électrons aux autres, en fait. Et donc, c'est un déséquilibre dans le jeu des électrons. Les molécules se forment par une attirance et par ce jeu des électrons. Elles se forment et elles se défont tout le temps. C'est de la chimie pure, ça. Et donc, il y a des molécules, des atomes qui s'attirent d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. Et tout ça, les atomes se lient pour former des molécules. Mais tout ceci n'est jamais stable. Tout ceci n'est jamais stable. Ça dépend du jeu des électrons. Et notre alimentation est au centre du jeu de cette formation de molécules stables. On voudrait qu'elles soient stables au maximum. Et donc, on a des tas de systèmes antioxydants dans le corps qui nous aident à lutter contre ce stress oxydatif. C'est-à-dire, ce sont des molécules qui sont déstabilisées parce qu'il leur manque des électrons. Il y a eu des voleurs d'électrons. Et donc, absolument, on doit compenser ce vol d'électrons par les fameux antioxydants qui vont nous fournir des électrons. Très bien. Et le deuxième fléau, il y en a un autre que vous décrivez dans votre livre aussi? Alors, c'est la glycation non enzymatique des protéines.
Alors, Oui. ça, c'est le premier fléau, le fléau qui inévitablement entraîne le second, le stress oxydatif. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? La glycation non enzymatique, c'est facile à comprendre, hein. C'est le fait qu'une molécule de glucose vienne se coller sur une protéine. C'est simple. Le glucose qui est en circulation dans le sang vient se coller à une protéine qui est elle aussi en circulation dans le sang. Mais du coup, la protéine, elle n'est plus reconnue par nos systèmes membranaires, par les récepteurs, parce qu'elle vient d'être modifiée par l'adjonction de ces molécules de glucose. J'essaie de faire simple, hein. Et une fois que cette molécule n'est plus reconnue, elle perd ses fonctions biologiques. Mais ce n'est pas tout. Elle a perdu ses fonctions biologiques. La cellule va produire d'autres protéines qu'elle va émettre à nouveau. Ça, ce serait pas très, très grave. Mais le fait que la molécule de glucose se fixe sur la protéine, ça entraîne par une série de réactions chimiques à la formation de ce qu'on appelle les produits de fin de glycation. Les produits de fin de glycation, AGE en anglais, Advanced Glycation End Products, avec mon anglais d'aéroport. Donc les AGE, c'est l'acronyme anglais, hein, les produits de fin de glycation en français, c'est la traduction. Donc on utilise ce mot AGE parce qu'il est facile, cet acronyme parce qu'il est facile à retenir. Et donc ces AGE-là sont des molécules toxiques. Elles se forment biochimiquement dans l'organisme par l'adjonction du glucose à une protéine. Il y a différentes étapes. Il y a la base de chiffre, les produits d'Amadori, peu importe. Et donc, une fois que ces AGE sont produits, les cellules portent des récepteurs pour les éliminer. Le problème, c'est que quand vous en produisez beaucoup, les cellules sont débordées. Et les cellules, pour se débarrasser de ces AGE-là, sont obligées d'utiliser du stress oxydatif. Il peut être favorable, hein, il en faut dans le corps. Les cellules de l'immunité, par exemple, utilisent beaucoup le stress oxydatif pour tuer les pathogènes, par exemple. C'est une arme, hein. Mais systématiquement, lorsque le corps utilise un système oxydatif, il doit compenser par des antioxydants. Normalement, ça s'équilibre. Ah oui, si ça s'équilibre pas, là, c'est là que. L'histoire de la glycation, on va s'imaginer dans un gymnase. On est dans un gymnase avec un très haut plafond et il y a un câble qui court de part en part. Et votre jeu, c'est de prendre une balle de tennis et d'essayer de toucher le câble. Vous pouvez y arriver, mais vous avez peu de chance. La probabilité que vous touchez le fil est faible. En revanche, si vous prenez une brassée de balles de tennis et que vous les jetez toutes en même temps en direction du fil, vous êtes presque certaine qu'une ou deux ou trois balles va toucher ce fil. Avec une, c'est pas possible, avec un ensemble de balles. Le glucose fonctionne comme ça. Lorsque vous avez peu de glucose dans le sang, vous avez peu de chances qu'il rencontre une protéine. Ça arrive, hein, ça arrive. Mais justement, les récepteurs des AGE vont faire l'affaire et les choses sont bien régulées. Mais lorsque vous produisez lorsque le glucose est en masse dans la circulation sanguine, le phénomène de glycation est très puissant. Donc, vous produisez beaucoup d'AGE. Et donc, vous sollicitez beaucoup les cellules qui doivent se débarrasser, dont les cellules de l'endothélium, par exemple, qui doivent se débarrasser de ces AGE. Et ce processus pour de se débarrasser de ces AGE produit du stress oxydatif. Et ça déséquilibre toutes les cellules, ça les tue, c'est terrible. Là, vous parliez, il y a un dénominateur commun à ces deux situations. Alors, on entre dans les détails, hein, les auditeurs, mais c'est important parce que c'est la base apparemment du problème. La dégradation du glycocalyx endothélial. Oui, je pense que la santé humaine tient sur l'intégrité de ce glycocalyx. Je résume, mais c'est incroyablement vrai. Qu'est-ce que c'est? Alors, le glycocalyx fait partie de l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire, c'est l'ensemble du réseau vasculaire de l'organisme humain. Alors, je dois faire comme une petite précision, l'endothélium vasculaire, donc le réseau de vaisseaux sanguins, alimente toutes nos cellules. Nos cellules, nos aliments que l'on digère et les nutriments
qu'on va récupérer de notre digestion circule à destination de nos cellules grâce à ce réseau. C'est comme un immense réseau autoroutier, routier, chemin vicinaux. Il y a des gros vaisseaux, des tout petits, les capillaires. Et donc, nos cellules sont nourries par les nutriments qu'on obtient de l'alimentation grâce à cet endothélium vasculaire. Donc, ce sont des vaisseaux, oui, comme un tube. Et pour simplifier. Et à l'intérieur de ce tube, il y a une protection, c'est une couche très très fine qui s'appelle le glycocalyx. Une couche de sucre, ça vient du mot sucre, effectivement, parce qu'en fait, ces composants sont à base de glucides. Et donc, le stress oxydatif, lors de l'agrégation des protéines dans le corps, abîme ce glycocalyx. Alors, on le répare, évidemment, mais plus on le dégrade et plus il faut le réparer, et au bout d'un moment, l'organisme n'y arrive plus. Et donc, ce glycocalyx, qui est cette sorte de, on va dire, comme un vernis sur une table qui protège les cellules de l'endothélium, ne remplit plus sa fonction et l'endothélium est agressé. Et on commence à avoir les premiers problèmes. Lorsque le glycocalyx est dégradé, les premiers problèmes de santé interviennent. La petite hypertension qui commence, les LDL oxydés, justement, le stress oxydatif fait que les fameux LDL qui circulent dans le sang sont oxydés, ils viennent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux qui ne sont plus protégés par le glycocalyx, et vous doucement vous dirigez vers l'artériosclérose, c'est-à-dire que la fermeture par accumulation de ces LDL, et puis des macrophages qui viennent essayer de s'en débarrasser, les cellules spumeuses qui bouchent les vaisseaux. Ça se fait progressivement, sur des dizaines d'années. Alors oui, donc on parle d'hypertension. Qu'est-ce que ça peut provoquer aussi comme maladie, ça, sur du long terme? Et toutes les maladies, dès l'instant où votre endothélium vasculaire n'est plus fonctionnel, vous pouvez être la proie de micro-angiopathie, macro-angiopathie, ça ne fonctionne plus. En fait, ce sont les vaisseaux qui se bouchent, mais on le voit pas systématiquement. Les micro-angiopathies sont connues par micro-angiopathie rétinienne, c'est connu, mais d'autres micro-angiopathies ne sont pas identifiées de cette façon. Par exemple, les neuropathies, on ne va pas parler de micro-angiopathie des nerfs. Et pourtant, c'est le cas, parce que tout le réseau nerveux est très alimenté par des vaisseaux sanguins. Donc finalement, quand vous dites toutes les maladies, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est les maladies neurodégénératives, les maladies auto-immunes, tout ça? Oui, oui. Auto-immun, c'est un peu différent, mais les premiers que vous avez cités, c'est exactement ça. Les maladies cardiovasculaires viennent de la dégradation initiale du glycocalyx et d'un dysfonctionnement de l'endothélium. L'endothélium, c'est le plus grand organe du corps. On n'en parle jamais, mais il produit des hormones, il produit de l'oxyde nitrique qui permet de dilater les vaisseaux, ou bien alors de le contracter. Si vous avez une hémorragie, il va produire des molécules coagulantes. Et cet endothélium-là, comment on sait dans quel état il est? Comment on peut savoir? Et est-ce qu'il y a des analyses qui sont possibles parce que là, moi, j'aurais envie de savoir si mon endothélium va bien. Oui, alors on peut le faire, mais on ne le fait pas en routine, on le fait dans des hôpitaux. On peut mesurer un facteur qui s'appelle le SADECAN 1, SADECAN 1. Le SADECAN 1, c'est une molécule qui est issue de la dégradation du glycocalyx. Donc, on peut la retrouver dans le sang. Et d'ailleurs, dans l'affaire Covid-19, lors de l'épidémie, c'était le signal que le corps allait très très mal. On pouvait déterminer qui allait survivre en soins intensifs ou qui allait mourir en fonction de la mesure de ce SADECAN 1. C'est incroyable. Alors, comment on le mesure? Non, mais c'est-à-dire, est-ce que par exemple, je peux aller voir mon médecin et lui dire, je veux une prescription, une ordonnance pour savoir mon taux de, pardon, j'ai déjà oublié le nom, SADECAN? Oui. Il faut que j'ai un mémo, SADECAN. C'est quelque chose qui est apparu avec le Covid. Cette mesure est apparue, je pense, je l'avais pas vu apparaître avant, et donc ça a été une mesure déterminante pour savoir qui était vraiment malade. Et donc l'aspect viral ou tout ça, ça n'avait aucune espèce d'importance.
les gens qui avaient une grande charge d'anticorps, et s'ils avaient un taux de syndiquants très élevé, ils avaient très peu de chances de survivre. Oui, 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 c'est dans le livre, hein, il y a Oui. beaucoup d'études scientifiques. Sur ce point de vue, c'est très documenté. Non, mais vraiment, je suis sérieuse quand je dis, est-ce qu'on peut demander à son médecin d'avoir une analyse? Je peux demander à mon médecin de savoir mon taux de Syndécan? Alors, ça se fait pas en routine, il n'aura pas le matériel et même les laboratoires d'analyse n'ont pas le matériel. Alors qu'ils se vendent, ce sont des kits, hein, ce sont des kits, c'est une protéine et on mesure cette protéine comme on pourrait mesurer n'importe quelle protéine. Hein. En Italie, il y a des chercheurs qui ont fait une grosse étude sur les malades Covid et ils ont effectivement mesuré dans un hôpital mais des milliers de personnes, et donc c'est quelque chose qui pourrait se faire en routine, mais qu'on ne fait pas. Alors, étant donné qu'on ne peut pas le faire, à moins d'aller à l'hôpital mais bon, on va éviter. Heu, q Quand même, quels sont les symptômes d'un endothélium qui fonctionne pas? Donc, vous avez parlé d'hypertension, mais est-ce qu'il y a d'autres Mais oui, symptômes? c'est la alors, nous avons dans l'organisme des organes qui sont plus vascularisés que d'autres. Et Mmh. donc ces organes-là dysfonctionnent probablement avant les autres. C'est le cas de la thyroïde, par exemple, qui est richement vascularisée. C'est le cas de la prostate chez l'être humain, qui est aussi richement vascularisée. Il y a beaucoup d'autres organes, hein, mais la rétine qui est richement vascularisée. Et ces organes, lorsque le glycocalyx se dégrade, la fonction endothéliale est diminuée, et donc vous avez les premiers signes de maladies qui apparaissent. Mais vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez reconstituer votre glycocalyx. Voilà, vous arrivez à la question, que je voulais vous poser. Est-ce qu'on peut régénérer son endothélium? Oui, il faut supprimer les causes qui détruisent le glycocalyx. Et c'est là que l'alimentation intervient. Vous pouvez facilement le faire. Une fois que vous avez supprimé les causes qui détruisent le glycocalyx, après, il se reconstitue et après, votre réseau vasculaire est renforcé. La fonction biologique de l'endothélium va de mieux en mieux et vous quittez les rivages de la maladie. Alors, on va passer à la suite. Quand je dis l'endothélium, c'est juste? Même Oui, si je dis pas glycocalyx, on peut dire les 2? on dit le glycocalyx. Oui, on peut dire les deux. Il est souvent, le glycocalyx, il est à part, il est à l'extérieur des cellules endothéliales. Mais il est souvent confondu dans la relation biologique. L'endothélium et le glycocalyx ne font qu'un. Ce sont deux choses à part, mais lorsqu'on décrit les fonctions de l'endothélium, on décrit aussi les fonctions du glycocalyx. Parce qu'il a des fonctions, il est chargé. Alors, c'est compliqué à expliquer. Par exemple, il est chargé négativement. C'est-à-dire que dans nos vaisseaux sanguins circulent les globules rouges qui transportent l'oxygène. Et donc, grâce au glycocalyx, ce flux est concentré vers le centre. Parce qu'il est chargé négativement, les globules rouges aussi, et donc il circule en restant bien centré dans le vaisseau. Alors, si on imagine que le glycocalyx fait défaut quelque part, du coup, les globules rouges, ils ne sont plus centrés, ils viennent frotter à la paroi de l'endothélium. Voilà. J'essaie de faire court. Hein. Oui, 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 c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le glycocalyx, quelque part, c'est le vernis qui À est juste, l'intérieur, voilà, voilà, qui est sur l'endothélium, c'est ça? Il sur protège l'endothélium? l'endothélium, oui. Voilà, bon, j'ai compris. Je sais pas si je vais pouvoir l'expliquer à mon voisin, mais Il y a le livre pour ça. il y a des livres. Là, on va en venir au cœur, donc de l'enquête. Une fois qu'on a compris, ce qu'il faut préserver, en priorité, donc ce glycocalyx, une fois qu'on a compris qu'il faut éviter le stress oxydatif et la glycation. Alors pardon, si, avant d'entrer dans, pardon, chers auditeurs, mais je voulais juste que vous parliez du fait de la caramélisation, vous savez, des artères. Ça, Et c'est la la réaction de Maillard. Mais c'est exactement ça, c'est la glycation non enzymatique des protéines. Hein. voilà. La réaction de Maillard, donc c'est ce chimiste français qui a découvert cette réaction au début du XXe siècle. Donc la réaction s'appelle de ce nom-là, la réaction de Maillard. Et donc c'est le fait que le glucose
a cette faculté de se coller sur les protéines. Alors ça se fait effectivement dans la casserole, à l'extérieur du corps humain, mais à 37 degrés, à la température du corps, cette réaction, c'est Maillard qui l'a découvert, cette réaction se fait aussi. C'est le fait que le glucose vient se coller à la protéine. C'est ça la glycation non enzymatique des protéines. Parce qu'il existe la glycation enzymatique des protéines. C'est pour ça que c'est un peu complexe. C'est-à-dire que d'une manière naturelle, le corps, il s'adjoint parfois le concours de molécules de glucose pour former une molécule. Mais là, c'est fait d'une manière enzymatique. C'est quelque chose qui est voulu pour avoir une fonction biologique particulière. Tandis que la glycation non enzymatique, le glucose, il vient se coller de lui-même et il caramélise la protéine. Voilà, je tenais à préciser ça parce que quand on parle de glycation, c'est le terme qui me vient automatiquement. Moi, quand je l'explique aux gens, je fais ouais, on a comme du caramel à l'intérieur du corps. C'est ça. Et voilà, et ça aussi. Et donc ça, ce caramel-là, on peut l'enlever. C'est une image. Après, Oui. je pense que ça va déranger les biologistes, mais il faut une image pédagogique. Donc une fois que ce caramel est là, on peut quand même, entre guillemets, hein, bien sûr, on peut le faire fondre et le faire disparaître parce qu'on va manger. Alors, il faut faire en sorte que cette réaction ne se produise pas. Et donc, ceci dépend du taux de glucose sanguin. Plus le taux de glucose sanguin monte, et plus la réaction est présente. Et donc, c'est une courbe exponentielle. Et malheureusement, les recommandations officielles pour maintenir les gens en bonne santé font qu'on nous demande de consommer 40-60% de notre énergie à partir des glucides. Donc, on va consommer force glucose. C'est une folie. C'est-à-dire on est sûr qu'en adoptant ces recommandations, on va provoquer la glycation non enzymatique des protéines dans le corps. C'est certain. D'une manière plus ou moins intense, mais on va le provoquer. Parce que déjà, à un faible taux, elle se produit par hasard, un tout petit peu comme j'ai expliqué avec la balle de tennis sur le fil. Il n'y en a qu'une, c'est très très peu, et l'organisme arrive à éliminer les âges, les produits de la glycation qui se forment. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est lorsque c'est l'intensification de la glycation. Ça, c'est le gros problème. Voilà. Donc, si on a déjà une glycation intense dans notre corps, et donc avec des symptômes, donc par notre alimentation, en changeant notre alimentation, on va pouvoir y remédier. Ça va pouvoir, voilà. Sans problème. C'est pas trop tard. Voilà, je veux vous rassurer, chers auditeurs, c'est pas trop tard. Alors, bien sûr, si on s'y prend très à l'avance, il n'y a aucun problème. Mais il y a comme un cumul de dégradation qui peut se réaliser. Une personne qui aurait consommé beaucoup de glucose pendant des dizaines d'années aura son réseau vasculaire endommagé, un peu durci. Mais on peut revenir en arrière. Mais il faut du temps, évidemment. Ça ne se fait pas dire j'arrête de manger et puis demain j'ai réglé le problème. Non, il faut voir ça du temps un peu plus long. Faire en sorte que ça se produise le moins souvent possible. Mais ça, on peut le faire. On peut le faire. Donc là, vos conseils permettent, si on est malade, de recouvrer la santé, en tout cas au moins tenter de le faire. Ça permet de prévenir les maladies et aussi de vieillir de manière autonome. C'est ce que vous dites. Quand vous dites vieillir de manière autonome, c'est-à-dire sans dépendre des médicaments, sans dépendre d'une aide médicale humaine. Oui. Les médicaments vont soulager les symptômes, ils ne vont pas réduire les causes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de molécules qui vont lutter contre les causes. Les causes, c'est votre alimentation et votre environnement, parce qu'il y a aussi l'environnement. Mais votre alimentation vous permet d'aller très très loin dans la régénération de votre organisme. On s'en remet souvent, on va dire, aux médecins lorsqu'on a un problème de santé. On pense que c'est un problème mécanique. Et alors, c'est comme conduire sa voiture chez un mécanicien. On va chez le médecin qui va qui va régler le problème, va donner un médicament et puis on a résolu le problème. Alors, on peut le faire aussi soi-même en se disant, je vais prendre des compléments naturels, ça marche aussi. Mais lorsqu'on arrive à ce point-là, il faut se poser la question, mais pourquoi on est tombé malade? Pourquoi on manque de
telle ou telle chose dans l'organisme. Qu'est-ce qui fait que je suis déficient? Pourquoi mon corps est déficient? L'alimentation n'en manque pas. Il faut juste choisir les bons produits et surtout bien les assimiler. Et c'est là qu'intervient, par exemple, une consommation excessive de céréales. Les céréales qui contiennent de l'acide phytique, mais il n'y a pas que les céréales. Il y a les amandes, les haricots verts, par exemple, qui contiennent beaucoup d'acide phytique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais les consommer, mais il faut être très prudent. Il faut avoir conscience de ce qu'on est en train de faire. Et une fois qu'on connaît les mécanismes et qu'on connaît les réactions biologiques qui sont à la clé de la consommation de ce genre d'aliments, après, on est très motivé pour changer son alimentation. C'est très facile puisqu'on connaît les mécanismes et on n'a plus besoin de motivation. On a la compréhension du mécanisme. Mmh. Alors, selon vous, là, donc pour éviter ce stress oxydatif, cette glycation, quels sont les principes majeurs à appliquer? On va pas pouvoir dire tout ce que vous dites dans le livre, vraiment, là, faut le lire, hein, c'est 500 pages, mais vraiment, est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble sur ce que vous recommandez, sur au contraire, ce que vous incitez à éviter, voire même à bannir? Allons-y, allons dans le cœur de l'alimentation. Alors, la toute première chose, c'est de supprimer immédiatement tous les acides gras polyinsaturés, les huiles végétales, toutes, celles des graines, hein. Alors, il y a juste 3 huiles que vous conservez, 3 huiles, ce sont les huiles de fruits, c'est-à-dire c'est l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat. Toutes les autres huiles végétales, il faut absolument les sortir de vos placards, ne jamais les acheter, jamais. Pourquoi? Parce qu'elles sont très, très oxydables. Elles sont très, très instables. La première chose à faire, si vous voulez aller mieux rapidement, sortir ces huiles polyinsaturées. On les appelle huiles essentielles, mais c'est pas vrai. De toute manière, vous allez en consommer. C'est les oméga 6, oméga 3, vous allez les trouver, par exemple, les oméga 3 dans les poissons, dans les œufs. Les oméga 6, vous allez les trouver, même dans l'huile d'olive, il y a des oméga 6, hein. Et dans les graisses animales, il y a aussi des oméga 6. Donc, vous n'allez pas en manquer. Parce qu'il faut, alors je vais faire vite, mais il faut quand même un minimum d'oméga 6 pour des céramides, pour la peau, pour la santé de la peau. Donc, mais ça ne sert à rien d'aller les chercher à travers des huiles végétales. Ça veut dire colza, tournesol, de lin, de cameline, tout ça, faut éliminer. Tout ça, il faut éliminer. Ah bon? Ah oui, parce que ceux qui mangent pas de poisson, qui mangent pas d'œufs, comment ils font? Ils prennent de l'huile d'olive, alors simplement. C'est très compliqué. Il reste encore des algues, mais des phytoplanctons. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir une bonne santé. Il y a un livre que j'ai lu au tout début, que je faisais mon enquête, qui s'appelle Le mythe végétarien. J'invite tous les lecteurs à le lire, de Kierley, sud-américaine. Kess, Lierkes, K-E-I-T-H. Le mythe végétarien, c'est une femme qui a été très très longtemps végétarienne. Elle explique son parcours de végétarienne et c'est juste incroyable à lire. Alors, quand vous dites pas d'huile de tournesol, pas d'huile de lin, pas d'huile de sésame, pas d'huile de noix, rien. Rien. L'huile de Pourquoi noix, ça provoque quoi ça? Ça oxyde, c'est ça que alors, vous dites? oui, ce sont des huiles qui sont particulièrement instables. Elles sont polyinsaturées, donc ils ont plein d'insaturation où l'oxygène peut venir prendre la place. En fait, donc elles sont oxydées. Et une fois qu'ils sont oxydés, alors elles provoquent le stress oxydatif. Et si on en prend un petit peu de temps en temps, ça peut pas avoir des Oui, bienfaits? vous l'avez à travers les autres huiles, hein. L'huile d'olive, par exemple, on donne, je sais pas, mais ça, c'est des fourchettes, hein, entre 7 et 20% selon la qualité de l'huile d'olive, entre 7 et 20% d'acide linoléique, donc d'oméga 6. Donc, vous en manquez jamais. Il y a pas de souci à se faire. Si vous consommez les huiles de fruits, olive, avocat, coco, vous aurez, et à travers les graisses animales aussi, si vous n'êtes pas végane. En sachant que bon, les avocats, que le coco et que les olives, ben, on les trouve pas forcément, en France, en grande quantité.
En tout cas, Et c'est pour cette raison que des populations entières, comme en Bretagne par exemple, puisque moi je suis d'origine bretonne, à la pointe du Finistère, les gens n'avaient effectivement pas accès ni aux avocats, ni à l'huile d'olive, ni à la coco, et donc ils prenaient le saindoux, ils utilisaient le saindoux, le cochon, le lard, le gras du cochon. Et le gras du cochon, alors les gens ne le savent pas, mais le gras du cochon, il est composé à, je crois, 45% d'acide oléique, c'est-à-dire le gras qui compose l'huile d'olive. C'est fou, 45%. Et à peu près 40% d'acide gras saturé, absolument stable, ce qui fait que le saindoux est une graisse extrêmement stable. D'ailleurs, les anciens conservaient les aliments dans le saindoux. Ça ne s'oxydait jamais. Ah oui, alors quelqu'un qui veut pas manger de porc, de viande, là, il est un peu coincé. Alors, c'est quoi l'alternative? Vous parlez du beurre. Alors c'est pareil, moi je cuisinais jamais au beurre et là, après votre livre, je me suis surprise à mettre un peu de beurre. Oui, le Ah, je beurre, vous avoue pour le que faire ça m'a fondre, c'est bon. Ah oui, le beurre, le beurre. Mais moi, je me nourris que de ça, que de gras, du beurre, de la crème, du saindoux, la graisse de canard, la graisse d'oie, l'huile d'olive, l'avocat, pas souvent, c'est très cher, elle est très chère. L'huile de coco, ma femme, elle aime beaucoup, on utilise beaucoup l'huile de coco. Il en existe une version désodorisée pour les gens, parfois le goût est un peu puissant, mais dans certains plats, l'huile de coco, c'est vraiment très très bon. Il y a des plats typiques d'Asie, par exemple, l'huile de coco, c'est très bon. alors, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, coco, olives et avocats qu'on trouve pas, je crois qu'il y a quand même des olives dans le sud de la France, mais bon, Oui, 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 bien sûr. mais À bon, Nyons. mais de quoi, nourrir, toute la population française, ça m'étonnerait. C'est du coup, finalement, après quand on s'intéresse à l'écologie, comment on fait? Parce qu'on se dit: «Bon sang, l'avocat», parce que vous conseillez l'avocat, dans votre livre, mais l'avocat, mais quand on regarde les conditions, des fois de production des avocats à l'autre bout du monde, où c'est on se dit: «Bah, c'est compliqué de trouver des aliments qui concordent avec ce qui est bon pour la santé, ce qui est bon pour l'environnement, ce qui est bon pour les populations locales». C'est à la fin, je savais plus quoi manger. Je dis: «Bah, là, j'ai l'avocat, mais il vient du Pérou». Mince, putain, faire venir un avocat du Pérou, sérieusement, c'est Ils peuvent absurde. venir d'Espagne, hein. C'est la Ah sève. ouais, mais ils en proposaient pas, donc je prenais pas mon avocat. Et on est là, finalement, à la fin, mais il reste mais très peu de choses Mais si vous prenez des graines de chia, elles viennent d'où? Et si vous prenez du quinoa, il vient d'où? ben ça, justement, j'en prends plus Ça vient d'Amérique très du Sud. rarement. Ah ouais. Et d'Amérique du Sud aussi. Mais bon, c'est pas la réflexion. En France, par exemple, selon les régions, effectivement, en Provence, ils utilisaient beaucoup l'huile d'olive. Dans le sud-ouest, ils utilisaient la graisse de canard et d'oie. En Bretagne, ils utilisaient le saindoux. Dans d'autres régions, ils utilisaient le gras du mouton. Mmh. Ce sont des gras. Parce qu'en fait, l'énergie provient du gras. Je culpabilise moins d'avoir envie de gras maintenant. C'est parfait. À condition de ne pas prendre des glucides en même temps. Oui, parce que si on sauce, sa sauce de viande avec du pain blanc, industriel, enfin bref. Il faut faire le choix. Les populations. Alors on m'a fait bon, en off comme ça souvent cette réflexion. Oui, mais il y a des populations qui se sont nourries de glucides. Oui, c'est vrai. Des racines, de manioc, etc. Ou des patates douces, je ne sais pas, ou des populations ou de riz, même de riz. Et donc effectivement, c'est des glucides. Donc ils avaient le phénomène de glycation qui était à l'œuvre dans leur organisme. Mais toutes ces populations-là ne consommaient pas d'huile polyinsaturée. Donc, elles ont été protégées effectivement d'une glycation intense. Parce qu'en fait, ce qui se passe lorsque vous prenez, je vais quand même finir à ce point, parce que c'est important, lorsque vous consommez ces huiles polyinsaturées, comme vous ne les transformez pas, le système enzymatique humain n'arrive pas à les transformer en ce qui devrait être transformé. Bon, je fais court, peu importe. On dit les oméga 3 végétaux vont transformer en DHA, c'est pas vrai, c'est inférieur à 1%. Les études le montrent, je le montre dans le livre. Et donc, lorsqu'on consomme ces oméga 6 et 3 végétaux, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Alors, on va les mettre en réserve, effectivement, dans les cellules adipeuses, mais on va aussi les utiliser.
on va les utiliser pour produire de l'énergie, mais ils vont aussi rejoindre les membranes cellulaires qui vont devenir extrêmement fragiles à l'oxydation. Et ils vont rejoindre aussi, malheureusement, les membranes des fameux LDL qui s'oxydent, ceux qui provoquent l'athérosclérose. Et ça, c'est absolument prouvé. On les appelle en biologie les OX-LDL. C'est les LDL oxydés. Et donc, lorsque vous prenez ces oméga 3 et oméga 6 végétaux, ils vont rejoindre les membranes cellulaires de nos cellules, évidemment, mais aussi les membranes des LDL. Et là, en présence d'un stress oxydatif augmenté parce que vous avez la glycation qui est à l'œuvre, parce que vous consommez trop de glucides, eh bien, ces LDL s'oxydent et s'accumulent dans la paroi des vaisseaux. Et vous commencez à avoir l'athérosclérose, à avoir de l'hypertension. Et vous développez des facteurs de risque de développer des maladies cardiovasculaires. Et c'est une cascade d'événements délétères. Oui, mais si les personnes n'en mangent pas tous les jours, que justement ce sont des personnes qui vont pas manger beaucoup de glucides, qui vont éviter le sucre, manger de temps en temps ces huiles-là, ça reste toxique ou pas? C'est-à-dire, pour vous, elles n'ont aucun bienfait, même si c'est mesuré, Non, tempéré? non, elles n'ont aucun bienfait. Elles sont dangereuses. Il faut les classer comme avec la tête de mort et la croix. C'est des huiles dangereuses. D'accord. Elles n'existaient pas au début du XXe siècle. C'est des procédés chimiques de chauffage qui ont permis de les mettre sur le marché alimentaire humain. Les Ah! gens ne consommaient pas avant. Je le dis dans le livre, hein, il y a eu une première mise sur le marché, je ne sais plus le nom du produit, mais qui venait des huiles de ségrène, tournesol, lymphe, fait ce qu'on veut. Mmh. L'huile de ségrène était utilisée pour les flammes des lampes ou bien pour les peintres flamands pour durcir la peinture. L'huile de lin, elle est cicative, elle durcit. Mais c'est vrai, hein. Ah oui, donc si ça durcit, Non, alors ça la durcit, peinture, ça va nous durcir les vaisseaux là, les artères? elle se durcit à l'extérieur, mélangée à de la peinture. Oui, 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 parce que la peinture à l'huile a du mal à sécher, donc il mettait de l'huile de lin qui est cicative, c'est-à-dire qu'elle durcit, et donc ça faisait une forme de croûte pour les peintres flamands. Ils l'ont beaucoup utilisé. Donc c'était ça l'usage de l'huile de lin. Mais nous, on la consomme. C'est une huile, on va dire, oméga 3, mais on ne la transforme pas en DHA. On ne la transforme pas. Il faut que je le rabâche, hein, voilà. Et on ne la Mmh. transforme pas. Il y a une étude phare de deux chercheurs qui s'appellent Plourde et Cunan qui prouve que la transformation de ces huiles polyinsaturées végétales ne se fait pas. On n'arrive pas à les allonger en ce qu'elles devraient être. J'invite vos auditeurs à ne pas consommer ce genre d'huile. C'est la première chose à faire. Même s'ils consomment des glucides, qu'ils enlèvent les huiles au moins. Alors ensuite, après les huiles, donc qu'est-ce que Les huiles, on arrive aux glucides. Les huiles, c'est la première chose. Et c'est le plus facile à faire, puisqu'en fait, on va pas manquer. Alors, c'est vrai qu'on peut-être, l'huile de sésame, c'est sympa au goût. Rien n'empêche de mettre une petite cuillerée pour le goût. L'huile de noix, c'est pareil. Mais elles sont très, très instables. Elles s'oxydent. D'ailleurs, ça se sent si vous laissez la bouteille à l'air libre. Vous avez cette odeur de rance. Elles sont oxydables. C'est comme ça. Tournesol aussi, ça c'est rance. Alors, le tournesol, ils l'ont un peu modifié pour l'entraîner vers un profil plus oméga 3, mais ça change rien. Ça change rien. Les oméga 3 sont encore plus oxydables que les oméga 6, c'est encore plus de double liaison. Alors les glucides, comment est-ce qu'on les bannit ou parce que je me posais la question moi, déjà entre un enfant et un adulte, est-ce qu'un enfant a pas besoin de plus de glucides qu'un adulte? Est-ce qu'il y a des choses à supprimer et est-ce qu'il y a des choses à réduire? Alors, dire que les glucides ne sont pas nécessaires à l'être humain. Alors, il faut savoir que l'organisme sait produire des glucides à la demande. On n'a pas de problème, on a des mécanismes pour produire du glucose quand on en a besoin. Effectivement, pour rétablir la glycémie, par exemple, si on n'a pas d'apport suffisant en glucides extérieurs, parce que alors, comment expliquer? Les globules rouges n'ont pas de mitochondries. Donc, ils sont obligés d'utiliser le glucose comme source d'énergie. Ils ne peuvent pas utiliser les autres sources d'énergie. Ils ne peuvent pas utiliser les graisses. Ils peuvent Ça pas. sert à quoi les mitochondries pour les gens qui savent pas?
Les mitochondries, c'est les organites qui sont dans les cellules qui transforment après une cascade d'événements biochimiques les lipides en énergie, en ATP. C'est tout un mécanisme très compliqué. Hein. Et, mais les globules rouges n'ont pas de mitochondries, donc ils ne peuvent pas utiliser les lipides. Donc, ils sont obligés d'utiliser le glucose. Et donc, pour cette raison, il nous faut du glucose dans le sang. Mais il nous faut une petite quantité, pas une grosse quantité. D'ailleurs, on s'aperçoit que dans le corps humain, il a une hormone hypoglycémiante, c'est l'insuline. L'insuline, lorsqu'on a trop de glucose dans le sang, elle intervient immédiatement pour chasser le glucose sanguin, le faire entrer soit dans les cellules musculaires pour une activité musculaire, voilà, pour l'énergie, soit dans les cellules de réserve, les cellules adipeuses. Donc, le corps ne tolère pas qu'il y ait trop de glucose en circulation, parce que justement, il y a le phénomène de glycation qui entre en œuvre. Et donc, mais on n'a qu'une seule hormone pour nous débarrasser du glucose sanguin. En revanche, l'être humain, il possède plusieurs hormones qui sont hyperglycémiantes. Il y a le glucagon, il y a la cortisol, il y a l'adrénaline, il y a l'hormone de croissance, par exemple. Et donc, ce qui veut dire que le glucose est utilisé chez l'être humain au coup par coup, en fonction d'une demande pressante. Par exemple, si vous avez un gros stress, si vous rencontrez voilà, l'exemple le plus fameux, c'est le tigre à dents de sabre. Vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez en courant. Donc, vous avez besoin d'énergie. Donc, le corps met en circulation l'adrénaline, du cortisol et vous avez immédiatement un gros pic de glucose sanguin face à une situation de stress. Mais ça marche aussi avec le stress psychologique. Vous avez un gros coup de stress psychologique, une grosse déception, quelque chose comme ça, vous allez mettre du glucose en circulation dans le sang. Mais c'est juste temporaire. Sauf qu'avec notre alimentation, ce glucose n'est plus temporairement présent. Il est présent en permanence. Ce qui fait qu'on parle d'hyperglycémie, c'est que des gens, les diabétiques, ils n'arrivent plus à descendre leur taux de glucose sanguin et sont en permanence soumis à la glycation non enzymatique. Et donc, ils développent plein de ces maladies métaboliques, systématiquement. Alors, il y a juste un point, quand vous dites on n'a pas besoin de glucides, mais finalement, je comprends qu'on a besoin de glucose, quand même. Oui. Donc, il y a autre chose que les glucides qui produisent du glucose, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que vous pouvez juste me dire quoi? Alors, par exemple, les acides aminés qu'il y a dans les protéines. Et il y a la majorité des acides aminés qui sont dans les protéines, l'organisme les transforme en glucose. On les appelle glucoformateurs, des acides aminés glucoformateurs. Effectivement, les gens qui mangent cétogène, par exemple, qui évitent totalement les glucides, le foie produit à la demande du glucose lorsque le corps en demande. Mais il n'y a aucun problème. Et en même temps, le foie produit ces fameux corps cétoniques, parce que l'alimentation cétogène, corps cétonique, ce sont des petites molécules qui nourrissent tout le corps, même le cerveau. Donc, si on veut éviter les glucides, donc, finalement, qu'est-ce qu'on mange plus? Alors, il faut être très, très sage avec les glucides. Alors, dans l'ordre, pour bien faire, il faudrait minorer au maximum sa consommation de glucides. Mais les glucides sont présents dans l'alimentation humaine depuis 10 000 ans à travers les céréales, par exemple. Les céréales, il y a de l'amidon, et l'amidon, ce sont des chaînes de glucose. Et donc, nos amylases découpent ces chaînes d'amidon en glucose et on consomme du glucose. On n'a pas le goût sucré avec le pain, mais on consomme du glucose, mais beaucoup. Et les pommes de terre, c'est pareil, les féculents, c'est pareil, les légumineuses, c'est pareil, et le riz, c'est pareil. Donc, les légumineuses aussi? Eh oui. Donc, plus de lentilles, ou alors là, on va pas supprimer, c'est un petit peu, on peut en manger un petit peu de lentilles, un petit peu de pois cassés, un petit peu de pois chiches. Comme je le dis dans le livre, c'est à vous, lorsque vous connaissez les mécanismes, c'est très facile de faire la part des choses. Vous pouvez avoir des périodes où vous êtes très très sage et d'autres périodes où vous pouvez vous lâcher un peu, mais c'est à vous de construire votre quotidien. Je pense que vous êtes jeune, mais moi je suis un peu plus âgé, beaucoup plus âgé, et on n'a pas le même fonctionnement hormonal déjà. Alors vous êtes une femme, je suis un homme, mais bon, d'accord. C'est pas le sujet. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas
de maladies déclarées, vous pouvez être un peu moins sage. Vous pouvez dire, je vais m'autoriser 20% de dérives alimentaires que vous connaissez en toute conscience. Mais ça n'aura pas d'effet parce qu'en fait, c'est vrai que l'alimentation, c'est très sympa. Moi, j'étais un bec à sucre. Donc, je consommais du sucre à outrance, hein, beaucoup trop. Ça m'a coûté un peu d'arthrose. Mais voilà, si je l'avais su avant, j'aurais consommé beaucoup moins de glucides, mais je ne le savais pas. Et donc, vous pouvez adapter votre profil alimentaire en fonction de ce que vous voulez rechercher. Si vous voulez guérir une maladie qui s'est installée, vous avez plutôt intérêt à être strict pendant un certain temps. En revanche, sur la longueur du temps, au cours de votre vie, vous pouvez dire, voilà, il y a des périodes, quelques jours par semaine où je suis très strict, et puis d'autres moments où je me lâche un peu. Vous adoptez une règle de 80% sérieux, 20% un peu moins, ou bien 70-30, vous choisissez. Mais à ce rythme-là, vous allez vous prolonger la vie et vieillir en bonne santé. Vous n'aurez pas de dérive métabolique. Et par rapport aux enfants, ma question de tout à l'heure, ça, je ne sais pas si vous avez des données là-dessus, mais est-ce que un enfant, s'il mange plus de pain que nous ou plus de pâtes, ou c'est aussi négatif pour lui que pour nous C'est la même chose, le phénomène est le même chez les enfants. Sauf que, alors, un enfant, c'est un organisme en croissance. Il a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, l'énergie qu'il consomme reste pas très longtemps dans le sang parce que il est hyperactif. Un enfant, et puis il y a l'hormone de croissance le corps a besoin de beaucoup d'énergie pour former des tissus, le faire grandir. Donc, c'est pas du tout la même chose chez un être humain adulte qui ne va plus grandir et qui a juste besoin de ressources pour son activité du quotidien, pas plus, pas pour grandir. Qui reste devant son ordinateur pour faire des entretiens. Non, on se dépense moins. non, on dépense, on parle de sport. Il ne faut pas parler de sport, il faut parler d'activité physique. Si vous faites votre jardin, vous vous baissez pour bêcher, vous vous relevez, vous transportez de gauche à droite, c'est de l'activité physique. Il faut absolument que les gens aient conscience que ce n'est pas le sport, c'est l'activité physique qui est nécessaire. Ça me rassure. L'activité physique, hein. Bon, la couture, peut-être pas, mais. Non, mais le jardinage, ça va. C'est quotidien. D'autres activités, hein. Peu importe. Quand on a une maison avec plusieurs étages, avec des escaliers, par exemple, c'est bien idée, hein. Moi, je prends jamais les escalators. Voilà. Jamais. Allez, on va essayer de faire de manière résumée quelques points. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des fibres. Pourquoi ça serait mauvais, les fibres? Alors, l'idée que les fibres sont bonnes, c'est parce qu'elles viennent nourrir votre microbiote. Vous mangez des fibres, donc vous les digérez pas, elles arrivent dans le côlon, les fibres fermentescibles, elles vont être digérées par les bactéries du côlon. Alors l'idée, c'est que ces bactéries vont produire des acides gras à chaîne courte qui vont être favorables à vos intestins, à vos colonocytes, hein, les cellules du côlon, et produire aussi de la vitamine K, par exemple, qui est favorable. Donc, on vous dit, c'est bien de manger des fibres parce qu'en fait, les bactéries, par leur métabolisme, produisent des déchets. C'est des déchets, hein. Les acides gras à chaîne courte produits par les bactéries, ce sont leurs déchets. C'est-à-dire que les bactéries utilisent nos déchets pour produire d'autres déchets, leurs déchets, et que nous, on va récupérer. Ça, c'est l'idée majoritaire. Malheureusement, le côlon humain est très court et il est pas fait pour accueillir des colonies aussi intenses de bactéries et surtout de fibres fermentescibles, puisqu'il existe malheureusement des bactéries qui, en milieu acide, et c'est le cas lorsqu'on consomme beaucoup de fibres végétales, le milieu est acide dans le côlon, les bactéries fermentaires de ces fibres fermentescibles vont produire des molécules appelées des aldéhydes, et qui sont cancérigènes et mutagènes. Et donc là, il y a des études sur ce point-là. Et donc, je suis pas loin de penser que l'augmentation considérable des cancers colorectaux ne provient pas de la production exagérée d'aldéhydes par les bactéries du côlon. Elles en produisent, c'est une certitude. Elle dégrade aussi l'alcool, par exemple, l'éthanol pourrait être dégradé, mais les fibres fermentescibles sont aussi la source d'aldéhydes lorsqu'elles sont fermentées par les bactéries.
Je le dis dans le livre, hein, il y a des études qui Ouais. le montrent, hein. Alors ces fibres-là, on les trouve principalement où? Ces fibres fermentescibles, on les trouve dans les céréales et dans les légumes. Ah voilà, alors là, on en vient à parce que moi, dans mon jardin, justement, j'ai mon jardin au quotidien, j'ai mes légumes du jardin et même après avoir lu votre livre, j'étais là: «Oh mes blettes, est-ce que je finalement je vais vous manger ou pas? Ah, Mon chou». les blettes, c'est une catastrophe parce que les blettes, c'est pas les fibres, c'est l'acide oxalique. Les blettes, même les escargots ne les mangent pas. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai un Ah jardin, j'ai des blettes de décoration, les jaunes, les rouges, c'est très joli. ah si, moi elle mange quand même le vert, hein. Ah si, il y a quelques Oui, feuilles le bout de la de feuille, oui, oui, le bout de la mais feuille est mangé. oui. Alors, les côtes de bête, ce sont un des légumes qui comporte le plus d'acide oxalique. Alors, l'acide oxalique, c'est très, très mauvais pour les reins. Et ma femme, qui n'a plus qu'un rein, je suis très, très prudent sur l'acide oxalique. Ah oui, j'avais vu que si on en mangeait trop souvent, c'était pas bon. Mais si, par exemple, j'en mange une fois par semaine, un peu de blettes, j'enlève bien aussi la petite peau qu'il y a sur le dessus là. Oui, alors, ce ne sera pas un danger, mais le choix des légumes est vaste. Les légumes, c'est vrai, c'est sympa, ils ont un bon goût, et donc il faut bien les choisir. Dans le livre, je donne la liste Oui, des oui. légumes acceptables ou ce qu'on peut manger, mais surtout, il faut les couper en mirepoix pour avoir le maximum de gras autour. Et c'est ça qui donne de bon goût. De la Et crème, du beurre. ah oui. Alors là, moi, dans mon jardin, j'ai du chou, par exemple. Le chou, vous en pensez quoi du chou? Le chou, c'est bien le chou, surtout cru. Le chou cru, ça a un apport considérable en vitamine C. Cru, hein, parce que D'accord. la vitamine C, elle disparaît à la cuisson. Ah oui, mais alors c'est du chou vert, en Le grande chou feuille, vert, cru, il est pas très bon. vous avez le choix, mais vous mangez des choux pointus, les choux rouges en salade, c'est très bon. C'est très, très Mmh. bon. De l'huile d'olive et des épices. Oui, Non, mais parce que oui, oui. c'est délicieux. Bah, c'est juste une petite réflexion mais après, effectivement, il faut quitter un certain paradigme auquel on était habitué pour consommer ces légumes, pour entrer dans un autre. Mais c'est pas difficile. Et puis c'est très très bon, c'est très goûteux. Il faut éviter tous ces légumes racines, il faut les éviter au maximum. Alors la betterave, il y a des oxalates, aussi de l'acide oxalique. Ah oui, alors le truc, c'est que moi, mon jardin était déjà en cours, et que là, bah, je vais avoir des betteraves, je vais avoir des blettes, bah, que j'ai déjà des blettes, je me dis: «Bon, comment ne pas devenir» alors vous utilisez un terme dans votre livre, ça m'a c'est pas quand on devient L'orthorexie, orthorexie, voilà, quand on l'orthorexie, devient hyper radical et qu'on commence à avoir peur c'est de ça, tout. Je suis c'est passée ça. par une phase comme ça, hein. Oui. Là, ça va beaucoup mieux. Faut éviter, faut éviter. C'est comme les gens qui font des régimes, quoi. Ils sont très, très sévères avec eux-mêmes et puis au bout d'un moment, on craque. Donc cette alimentation que je préconise à travers deux voies, carnivore lipidique ou alors cétogène hypotoxique. Carnivore lipidique, c'est des gens qui ne voudront pas manger de légumes. Très bien, c'est leur choix. On peut vivre comme ça. On peut vivre comme ça en très bonne santé pendant longtemps. Et en revanche, c'est ce que je fais, j'adapte, je fais plutôt cétogène hypotoxique, c'est-à-dire hypotoxique, j'enlève du cétogène, tout ce qui est mauvais, donc les huiles polyinsaturées, et puis les légumes dangereux, qui ont des oxalates ou qui ont trop de glucides. D'accord. Ah j'allais justement vous poser la question pour ces 2 menus-là. Et puis vous pouvez basculer d'un vers l'autre si vous voulez. Alors je comprends, c'est compliqué, mais pour les véganes, les végétariens, mais il se trouve que l'être humain n'est pas fait spécifiquement pour manger des légumes. Il est un carnivore de base. D'ailleurs, on a des signes, on le sait, hein. On a une acidité gastrique extrêmement basse, comme celle des grands carnassiers. On a dans notre estomac, pour digérer les protéines, l'acidité descend à 1,5-2. C'est extrêmement bas. Les grands singes n'ont pas ça. Et eux, ils restent à 4, 5, 6 Mmh. en termes d'acidité. Nous, on descend à 1,5, ça veut dire que c'est de l'acide chlorhydrique. On brûle tout, on détruit tout avec cette acidité. C'est ça qui nous permet de digérer les protéines. Les protéines, il faut bien comprendre que je ne suis pas un partisan des protéines, parce que les protéines aussi vont faire du mal aux reins si on en consomme trop. Donc, à nouveau, pour ma femme, je suis très, très vigilant sur la quantité de protéines que l'on consomme. C'est 20 à 25% de l'énergie qui vient des protéines, pas davantage. Le maximum, ça vient des lipides.
Donc, dans le livre, je suis très très clair sur ce sujet. Je ne préconise pas une alimentation où on va manger des viandards, on va manger de la viande. Non, les protéines, c'est les œufs, le poisson, un peu de viande, mais à 20-25% de l'énergie provient des protéines. Pas davantage. Quand vous dites des lipides, donc c'est quoi? Les graisses, toutes les graisses. Les graisses, les bonnes graisses, hein, les graisses animales et les graisses végétales. Ah d'accord. Les- Alors, justement par rapport aux graisses animales, on parlait de la graisse de canard, la graisse d'oie, heu, le l saindoux, le suif. moi, il y a une question qui m'est venue aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais bloquée par rapport à l'élevage industriel, par rapport aux vaccinations. Là, on a commencé à vacciner les canards, les oies, au-delà de 250 têtes, contre la grippe aviaire, si je me trompe pas. Ou, Oui, 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 les canards, les oies. voilà, à base de vaccins, donc certains sont à ARN J'ai un messager. sujet sur la grippe aviaire dans le livre. J'ai un chapitre sur la grippe aviaire et la grippe porcine. Il faut Donc lire, il faut lire il faut lire la maltraitance de ces animaux, c'est fou. c'est ça, c'est là où je voulais en venir. J'ai du mal à manger vraiment de la viande industrielle. J'essaie de prendre la viande locale. Je sais que voilà, je suis en plein cœur de la Creuse, il y a des vaches et je vois à quel point c'est compliqué quand même. Il y a plus de vaches que d'habitants et c'est compliqué de se procurer de la viande locale. C'est quand même dingue parce qu'il y a de l'export, parce qu'il y a plein de contrôles. Bon, alors donc face à ce dilemme, donc je me dis: «Si je peux pas avoir accès de la viande locale, non vaccinée à l'ARNM», parce qu'on ne sait pas les effets sur le long terme de ces vaccins sur les êtres humains. Et il n'y a pas d'ARNM, je crois, pour les animaux. Hein. Si, Les ça y vaccins. est, ça y est, c'est parti pour les canards et je crois les poulets au-delà de 250 têtes, ça y est, ça a commencé en France. Donc je suis là, j'ose plus manger mon magret de canard. Et donc, la question que je posais, c'est que contiennent ces injections? C'est la question. Bref, c'est pas. J'ai développé un document là-dessus. C'est pas dans le livre parce qu'il aurait été trop épais. L'éditeur aurait bien voulu, mais donc c'était trop long. Mais il faut se poser la question que contiennent ces injections. Alors, j'ai un sujet sur la vaccination. Hein. On parle de la vaccination BCG et des autres vaccinations. Et donc, il faut bien faire la différence. La vaccination BCG, on introduit une bactérie vivante en sous-cutané et le corps réagit et il produit des anticorps et se renforce. Et les autres vaccinations intramusculaires, elles sont discutables, très discutables. Mais ça, on y reviendra, peut-être ultérieurement. Mais donc pour en revenir à l'alimentation, c'est vrai que si on se dit: «Bon, bah, moi j'ai été végétarienne, 8 ans». Franchement, pendant 8 ans, j'étais en super santé. Après, je ne sais pas ce que ça aurait été si j'avais continué, 20 ans de plus. Je peux pas savoir. Je sais qu'à un moment donné, j'ai ressenti à nouveau le besoin, mais vraiment un besoin viscéral de manger de la viande. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bah, alors, quelle viande je choisis?» J'essaie de bien sélectionner, bio, la plus locale possible, pas trop par semaine, enfin bref. Mais si on se dit que finalement, c'est la graisse animale ce qu'il y a de mieux, comment maintenant avec ces injections et tout ça, comment se procurer des produits, dont on est sûr vraiment qu'ils sont sains? Bien, si la vaccination animale est la règle, eh ben, on n'en trouvera plus. On n'aura qu'à faire à des animaux vaccinés. Alors, comment se comportent des animaux face à la vaccination? Est-ce qu'ils arrivent à évacuer? Parce qu'ils ont aussi un système immunitaire, hein, Mmh. parce que ce qu'on leur introduit dans l'organisme, ce sont des molécules chimiques, rien de plus. Et Mmh. donc, tous les animaux, dont l'être humain, essayent de se débarrasser de ces produits chimiques qu'on introduit. Lorsque on vous vaccine, que vous produisez des anticorps, c'est une réaction à des molécules du non-soi qu'on vous a introduit de Mmh. force par une injection. Et donc, vous allez les éliminer. Et donc, vous allez produire des anticorps. Mais pas contre un virus ou contre quelque chose. Vous allez produire des anticorps contre ces molécules du non-soi qu'on a introduit. C'est un phénomène biologique normal. Mmh. Donc, la mesure d'anticorps ne veut pas dire que vous êtes en train de lutter contre un virus ou vous préparez à quelque chose. C'est pas vrai. Vous êtes en train d'éliminer des molécules chimiques qu'on a introduites dans votre corps. Parce qu'on parle des vaccins, mais il y a aussi les antibiotiques, chez les animaux. Enfin bon, il y a Mais plus les on antibiotiques chez les animaux, c'est parce qu'ils sont élevés dans des conditions c'est ça. concentrationnaires. Je l'explique dans le livre. Mais oui.
c'est affreux. Je cite même un rapport du Sénat. C'est bouleversant de lire ça. Et là, ce que vous dites, là, vous êtes dans le droit fil de ce que dit cette fameuse Elie Herkes dans son mythe végétarien. Effectivement, elle était végétarienne pendant longtemps, elle était en bonne santé, sa santé a commencé à décliner. Et là, elle a des chapitres sur les animaux. Elle dit que les animaux, il faut les élever selon leur nature, absolument selon leur nature. Si on fait ça, il n'y a aucun problème. Les vaches, c'est fait pour aller paître, pas une ferme de 1000 vaches dans des tourniquets où ils ne voient jamais le jour. Les poulets sont faits pour aller picorer. Ils sont pas faits pour être dans des élevages où ils sont 25 au mètre carré. Ça devrait être interdit. Et pourtant, les normes européennes, on les descend de manière à tolérer une présence encore plus importante, une densité de poulets par mètre carré. C'est une folie. Un poulet de basse-tour, il court, il a sa vie de poulet. Et certes, on va le manger, certes, on va le tuer, mais pendant qu'il est en vie, il a une vie de poulet. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de répondre à tous nos critères, on va dire. Mais bon, heureusement qu'il y a certaines personnes qui résistent autour des éleveurs, mais là, ça devient de plus en plus compliqué pour eux, là, les agriculteurs aussi, avec le Mercosur, etc. Je ne sais pas où on va, mais... C'est pour cette raison que j'ai développé ces chapitres de grippe aviaire, grippe porcine. Je voulais parler aussi de la dermatose nodulaire, mais je n'ai pas pu. J'ai un gros sujet là-dessus. Invitez-moi pour ça, j'en parlerai dans le détail. Mais franchement, c'était trop tard. Le livre était déjà parti à l'impression, donc je ne pouvais plus inclure ce chapitre. Mais c'est très, très intéressant. Et effectivement, si on nous dirige vers ce monde de vaccination, on ne va pas en sortir. C'est pour ça que c'est important que les gens comprennent ce que ça veut dire, la vaccination. Qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsqu'on vaccine des animaux ou des êtres humains? On les protège de quoi? C'est la question centrale. D'un virus? Alors, il faut se poser la question, mais c'est un autre sujet. Oui, mais c'est un autre sujet. Oui, on va juste dire aux auditeurs que vous avez un chapitre dédié à la virologie, au virus, et que vous remettez en question certaines choses. On ne va pas développer maintenant parce que là, il faudrait juste une émission pour ça, je pense vraiment. On pourrait le faire. Ça serait bien de faire ça en présence d'ailleurs, si on trouve d'un ou une virologue. Voilà, ça pourrait être bien de faire une émission avec plusieurs personnes, même par rapport à la nutrition. Moi, je me disais, ça pourrait être intéressant de faire une émission, par exemple, avec quelqu'un comme Thierry Casasnovas, qui lui préconise plutôt les jus de légumes, de fruits et tout ça. Je l'ai beaucoup suivi au début de notre lorsqu'on a changé notre alimentation après la découverte du cancer de ma femme. Donc du coup, je suivais beaucoup. D'ailleurs, j'ai acheté l'extracteur de jus. On a fait. C'est très bon, hein, mais ah oui, parce que ça aussi, c'était ça que je voulais vous poser comme question, les fruits. Parce que moi, dans mon jardin, c'est un véritable... Il y a des fruits de partout, là, l'été. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je vais manger mes fruits maintenant suite à ce que j'ai lu? Vous pouvez nous en dire plus sur les fruits? Alors, pour vous donner une petite référence, une pomme ou une poire de taille moyenne, 150 grammes, vous avez 20 grammes de glucides. En alimentation cétogène, c'est 20 grammes de glucides par jour en tout. Et là, une pomme, une poire, vous avez déjà votre total pour la journée. Ah oui, attendez, est-ce qu'on a droit à 20 grammes par jour? Et dans une pomme, il y a 20 grammes? Oui, alors, c'est selon les organismes. On a fixé cette marge à 20 grammes de glucides au quotidien, mais il y a des personnes qui continuent à être facilement en cétose à 50 grammes, même certains à 100 grammes. Mais alors, il faut tester sur soi-même. Il faut savoir. Il suffit de mesurer le corps cétonique avec un petit appareil. Ça, c'est très facile à faire. Mais avec quel type d'appareil on peut mesurer ça? Je ne connais pas. Oui, ça s'appelle un appareil à mesurer les cétones. D'accord. Oui, c'est quoi les cétones? Les cétones, c'est des molécules que produisent votre foie pour remplacer le glucose, pour nourrir vos muscles et votre cerveau. Ce sont des molécules énergétiques, en fait. Donc là, on peut avoir un petit appareil et voir si en mangeant une pomme, une poire… Mesurer la cétonymie, oui, ça s'appelle la cétonymie, oui. Cétomètre, je ne sais pas comment on les appelle, cétomètre. Ouais.
J'en ai pas, hein, à titre personnel, j'en ai pas parce que je sais quand je suis en cétose. D'ailleurs, bon, lorsque je dérive, si j'ai mes enfants et que je, je sors un peu des rails du cétogène, bah, j'y reviens facilement. C'est pas un problème. Parce que c'est quoi les symptômes, quand vous êtes en cétose? Ah, non, c'est quand vous sortez de cétose que vous le savez. Ah, donc, je sais quand je sors. Alors que comment vous savez quand c'est pas bon? Par exemple, vous avez mangé trop de fruits, trop Alors, par exemple, alors, les corps cétoniques, vous allez avoir une mauvaise haleine. Au moment où vous basculez, vous sortez de cétose, vous allez avoir une mauvaise haleine puisque vous allez exhaler une forme d'acétone par la laine, par la respiration. d'accord, donc si on a mauvaise haleine, ça peut être un signe qu'on a mangé, trop de C'est-à-dire que le corps glucides? ça veut dire que le corps est à la bascule entre, parce que le corps, comme c'est coûteux de produire ces cétones, il en produit exactement la quantité qu'il faut. Donc, lorsque vous êtes céto-adapté, il produit des cétones, vous n'avez aucun problème d'haleine chargée, jamais, à aucun moment. Donc, il produit. Mais lorsque vous commencez, si vous avez des petites périodes où vous commencez à consommer du glucose, le corps va utiliser le glucose, donc il va laisser tomber les cétones. Donc, vous en aurez trop, il faudra bien les évacuer. Donc, le produit de la dégradation Mmh. fera que vous allez évacuer une partie des surplus par la laine. D'accord, bah, c'est incroyable ça. Jamais j'aurais pensé à ça. Oui, vous savez, Donc, finalement que le glucide quand vous rentrez en cétose, c'est pareil. Donc vous quittez les glucides, et donc votre corps va. Il faut quelques jours. Hein. D'ailleurs, parfois vous avez un peu mal à la tête. Voilà, on appelle ça la grippe cétogène, peu importe. Mais vous avez aussi ce problème d'haleine chargée pendant quelques jours. Ça ne dure pas, parce que votre corps s'équilibre dans la production. C'est parce qu'il veut absolument produire beaucoup, donc il en produit en masse, il en produit plus qu'il ne faudrait, donc il faut évacuer le surplus. Mais ça ne dure pas très longtemps. donc vous voulez dire que si à un moment donné, par exemple là, moi, je décide d'arrêter les glucides là, mon corps il a tellement pas l'habitude, ça va provoquer une réaction là Oui, et oui, je vais avoir une haleine chargée oui, au bout de quelques jours, oui, mais ça va disparaître. et ça va disparaître. Oui. Et pareil, si je reprends mes glucides, le pain à chaque repas, les patates, les machins, là ça peut refaire venir la mauvaise haleine aussi? Vous allez à nouveau sortir de cétose parce que le corps ne produit des cétones qu'en en absence de glucose. D'accord. Alors, parfois, il y a un petit équilibre, il produit toujours un peu de cétone, mais à la marge. Eh ben dis donc, bah, hein, ça fait faire combien de temps qu'on est ensemble? Comment? Oh, ça fait un petit moment. J'aurais tellement de choses encore à vous demander. Alors attendez, l'alcool, on en a parlé. Est-ce que vous voulez dire un mot sur l'alcool selon vous? Est-ce qu'il faudrait bannir complètement l'alcool ou pas? Alors, l'alcool. L'alcool, c'est le produit de la fermentation du sucre par des bactéries. C'est ça l'alcool. Donc, lorsque vous buvez du vin, c'est bon, moi j'aime bien le vin, mais effectivement, il ne faut pas en abuser puisqu'on l'alcool, il va au foie pour être détoxifié par l'organisme. On a deux enzymes qui transforment l'alcool en quelque chose d'acceptable. Et ces deux enzymes ont une capacité très faible pour évacuer l'alcool, pour le transformer en quelque chose d'acceptable. Et donc, vous pouvez en consommer un peu, mais pas beaucoup. Et les êtres humains ne sont pas égaux à ces deux enzymes. L'alcool déshydrogénase et l'autre, c'est l'aldéhyde désogénase, je crois. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'alcool, lorsqu'il est métabolisé par le foie, il produit ces aldéhydes, les fameux aldéhydes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des molécules mutagènes et cancérogènes. Et donc, le foie arrive à les éliminer, mais en fonction de la quantité qui lui arrive. S'il est débordé, vous allez accumuler ces aldéhydes et pouvoir développer des cancers ou du foie, etc., ce qui arrive aux alcooliques. Par rapport aux fruits, tout à l'heure, j'ai oublié de vous poser la question parce que vous dites, quand même qu'on peut s'autoriser quelques baies ou les fruits rouges. Alors, les baies, framboises, mûres, cassis, myrtilles, ils ont très très peu de sucre au 100 grammes, c'est 3 grammes. Une pomme, c'est 20 et là, c'est 3.
de glucides, c'est très très peu. Donc vous pouvez en consommer. Ben, on le sent au goût, hein, c'est pas. Oui. Donc moi je me tourne vers ce genre de. Mais il m'arrive de temps en temps de manger un abricot pour le plaisir ou un, ou un Une brugnon. poire. Une poire, mais on peut manger une poire avec un morceau de Roquefort, c'est pas un problème, ou une demi-poire. Si vous avez été sage toute la journée par rapport aux glucides, il va rien se passer. Mais c'est vrai qu'on peut pas manger le cajot de poire. Et vous mangez plus de pain? Je mange plus de pain et j'adore le pain. C'est le plus difficile. Le plus Mmh. difficile, c'est le pain, le cuillamande. Non, mais le pain, c'est très très dur pour moi. Et c'est vrai, un effort. Mais je sais que c'est mauvais, donc du coup, j'y arrive facilement. Alors le pain, effectivement, si des gens ont du mal à se débarrasser, c'est difficile de ne plus consommer de pain. Il faut absolument le consommer au levain. Le levain a cette faculté de désamorcer l'acide phytique que contient le pain. L'acide phytique, il vous empêche d'assimiler les minéraux. Et donc, vous pouvez prendre des wagons de minéraux, même en complément, si vous, en même temps, vous consommez du pain, ils vont être évacués, l'acide phytique va se lier à ces minéraux et vous allez les évacuer dans les selles et c'est fini. Donc, le complément n'aura servi à rien. Il faut surtout pas les manger en même temps, quoi. C'est-à-dire manger un bout de pain, puis après prendre Oui, mais au quotidien, ces mais minéraux. l'acide phytique, il est ailleurs. Hein. On le trouve aussi dans les amandes. L'acide phytique, c'est un drame pour l'assimilation des minéraux. Hein. Et on voit bien dans le monde, j'ai des chiffres, il y a 1,2 milliard d'habitants sur Terre qui sont carencés en fer. Et il y a, je sais pas, des millions de personnes qui sont carencées en zinc. C'est pas parce qu'on en manque dans l'alimentation, c'est parce qu'on l'assimile pas, c'est parce qu'on prend des aliments qui viennent contrarier leur assimilation. Donc c'est ce que j'écrivais avec cette métaphore maritime. C'est si votre bateau a une avarie, c'est pas en changeant la force de la pompe de cale que vous allez résoudre le problème de l'avarie. Vous allez évacuer l'eau du bateau, mais il va continuer à l'eau, la brèche, l'avarie va continuer à être présente et va pourrir et à un moment donné votre embarcation va sombrer. Il faut cesser les causes qui empêchent l'assimilation. J'explique dans le livre, effectivement, quand vous connaissez les mécanismes qui vous empêchent d'absorber les minéraux, bien, vous les éliminez. C'est la chose la plus sage à faire, au lieu de vous surcharger en complément. Alors, je dis ponctuellement, c'est possible. Si vous êtes malade et que vous êtes face à une maladie, que le zinc, le fer, la vitamine D, ça va vous aider. Oui, ça va vous aider, c'est sûr. Ou la NAC, ça va vous aider. Il n'y a aucun problème. Ça va vous aider. Mais il ne faudrait pas arriver jusqu'à ce stade. Il faudrait que vos organismes soient préparés à affronter ces épisodes sans avoir besoin de ces compléments. Et ça, on peut le faire. On peut le faire facilement. Donc là, vous citiez le pain, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui empêche l'assimilation des minéraux, comme le Mais zinc ou le fer? Il y a quoi d'autre? c'est surtout les céréales. Les Toutes céréales. les céréales. Le blé, D'accord. le seigle, l'épeautre. Alors, le petit épeautre, on le met à part. C'est une céréale ancienne qui est difficilement panifiable. C'est pour ça qu'elle est toujours proposée au levain. Et si on doit manger du pain, un petit peu de pain, il faut toujours privilégier les céréales anciennes. Je ne l'ai pas dit, mais dans les années 70, il y a un agronome américain, Norman Borlaug. Il a eu le prix Nobel de la paix pour cette raison. Il s'est intéressé à la famine dans le monde. Dans les années 60, il y avait des famines terribles au Biafra, etc., en Asie. Et donc, il s'est ému de cette situation. Et comme il était agronome, il s'est dit, mais comment on peut nourrir les populations mondiales avec les céréales? Et donc, il a, par des croisements successifs, il a réussi à faire à produire des céréales qui étaient beaucoup plus productives. Il a multiplié la production par 3, 4, 5, 10 même parfois. Mais pourquoi? Parce que ces céréales résistaient à leurs prédateurs. Mais qui dit résister à ces prédateurs dit aussi présence augmentée
d'antinutriments dans ces plantes, plus d'acide phytique, plus d'agglutinine de germes de blé, plus d'inhibiteurs de trypsine, d'amylase, etc., plus de gluten. Il y a quelque chose qui m'avait intrigué. En France, on possède c'est l'INRA qui possède des collections de blé de pays anciens. Et parmi ces blés de pays anciens, il y a la majorité qui serait aujourd'hui considérée comme non panifiable parce qu'ils n'ont pas assez de gluten. Parce qu'on panifie aujourd'hui avec de la levure et on ne panifie plus avec du levain. Ces blés de pays, là, certains existent toujours. Et effectivement, lorsqu'on mange le pain, il est toujours au levain. C'est le petit épeautre, l'engrais, c'est le blé rouge de Bordeaux. Il y en a d'autres, hein, mais ça, il y a bon, celui-là, c'est un blé égyptien, mais on le trouve beaucoup en France aujourd'hui, c'est le kérosan ou bien kamut. C'est aussi un blé ancien, mais il ne fait pas partie des blés de pays. Mais des blés de pays, il en existe encore. Hein. Donc, j'en ai cité deux, l'engrais, enfin, le petit épeautre et le blé rouge de Bordeaux. Mais c'est des toutes petites productions. Hein. Le pain au blé rouge de Bordeaux, il est extrêmement cher, parce qu'il y a peu de production. Mais disons qu'après aussi, il faut que le blé soit bio, parce que s'il est plein de pesticides aussi, ça c'est... Oui, mais là, on rejoint effectivement toujours le même discours. Hein. Voilà. Mais on pourrait être vertueux, on pourrait le faire, hein. On pourrait mettre en place des grands circuits de permaculture, on pourrait. Ben oui. Mais c'est une volonté de le faire. Effectivement, si l'agro-industrie domine tout, ce genre d'événement n'arrivera jamais. On n'aide pas, déjà, on n'aide pas beaucoup l'agriculture biologique, la permaculture, je crois que c'est absent de l'horizon. Alors, c'est vers ça qu'on devrait tendre, parce que la permaculture permet de nourrir 8 milliards de personnes sur Terre. Ça, c'est une réalité, c'est la seule réalité. Et là, on va avec les événements politiques que l'on vit, avec le détroit d'Ormuz, c'est pas seulement le pétrole qui n'arrive plus, c'est même les engrais azotés. Et comment vont faire les agriculteurs s'ils n'ont plus d'engrais azotés? Seule la permaculture peut permettre de le faire, parce qu'on recycle tout. Les animaux de la ferme, tout le monde participe aux cultures de la ferme en question. On les voit, les solutions, hein, on les voit. Et on essaie de les mettre en œuvre localement comme on peut dans son jardin, en interaction avec des gens pas loin. Mais ça a ses limites face à ces géants de l'agro-industrie. Il y a des gens, effectivement, parfois c'est un peu plus coûteux de se diriger vers des produits bio. Ils sont plus chers, c'est malheureux, mais ils sont plus chers. Alors, c'est vrai que si on a un peu de temps, on peut se diriger vers des circuits courts, aller vers, vous disiez dans la Creuse, moi j'ai la chance où j'habite d'avoir accès à des fermes qui produisent des animaux ou des vaches, des moutons même des moutons de présalés, des porcs en circuit court. C'est le boucher qui vient à la ferme. Et donc, on trouve ça sur les marchés par ici. D'accord. Mais pour en avoir discuté avec certains agriculteurs, apparemment, il y a quand même pas mal de contraintes pour vendre en direct et c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Oui, ils ont des normes à respecter. Ça fera l'objet d'un autre sujet. Avant de nous quitter, quand même, j'aimerais, si vous le pouvez, que nous terminions sur une idée de repas que vous estimez idéale, ou très bien. Voilà. Là, pour ce midi, qu'est-ce que vous allez manger et qu'est-ce qui serait bon, selon vous, pour nous? Moi, j'aime beaucoup, parce que je suis en Bretagne, et puis j'ai la chance d'avoir accès à la pêche côtière. J'aime bien le poisson au beurre blanc. Alors, c'est facile, hein, c'est du beurre, des échalotes, vous remuez du sel, du poivre, et puis le poisson, vous le cuisez à la vapeur, et puis vous l'arrosez de beurre blanc, et vous avez un repas parfait en protéines et en gras. Mmh. Et vous pouvez prendre en entrée des radis avec du beurre, ou c'est la saison, les aubergines commencent à être sur les marchés. Vous pouvez faire des aubergines à la crème. Alors, vous les coupez en cubes, en tout petits cubes, et puis vous les mélangez avec de la crème, de l'ail. C'est un repas parfait. Mmh. Et donc pas de dessert alors? Non, pas de dessert. Mais si vous voulez vraiment un dessert, vous prenez une panna cotta, vous prenez quelques framboises, de la crème, vous mettez de la gélatine ou de l'agar-agar, c'est une algue, et quelques framboises ou quelques fraises, et c'est bon. Mais vous n'êtes pas obligé.
j'ai j'ai écrit un petit document qui s'appelle à la table d'André Plat-Dessert. C'est un fameux chef. André Plat-Dessert, c'est un jeu de mots pourri. André Plat-Dessert. Bon, Ouais. et donc je me suis amusé. Et donc je montre que nos sens sont trompés avec ce genre de menu. Il y a une entrée, un plat, un dessert. Il se trouve que nous avons des palpeurs tout au long de notre système digestif, dans la bouche, tout au long de notre intestin, des palpeurs qui identifient ce qu'on est en train de manger. Et ces palpeurs-là vous disent, donc vous avez un phénomène qui s'appelle le rassasiement sensoriel spécifique. Pour un type d'aliment, il vous dit, vous en avez assez. Par exemple, si vous mangez un gros morceau de lard, vous ne pouvez pas aller très très loin. À un moment donné, vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus manger. Donc là, vous avez donc ces palpeurs de rassasiement sensoriel spécifique qui se mettent à l'œuvre et disent, bon, ça suffit comme ça. En revanche, si vous changez de qualité d'aliment, si vous passez aux glucides, ce sont d'autres récepteurs qui sont à l'œuvre. Et donc là, vous pouvez manger. Ce qui fait que dans un repas, si vous prenez entrée, plat et dessert, normalement, vous avez la sensation de satiété qui vous parvient, donc vous devriez vous arrêter de manger. Mais si on vous propose un autre mets, ça a été exploité par l'industrie pour vous faire manger davantage ces produits transformés. Et donc, vous allez manger le dessert parce que ce sont d'autres récepteurs qui vont être activés. Et donc, on trompe votre biologie de cette façon. Et donc, ça, effectivement, du coup, vous allez absorber plus d'énergie que prévu. Et vous vous retrouvez avec un surplus d'énergie que vous allez stocker. Alors là, il y a 2 points qui me viennent. On allait conclure, mais oh purée! Déjà oui, parce que quand on mange plus de pain par rapport au sentiment de satiété, j'ai envie de rappeler que c'est important parce que c'est ce que j'essaie de mettre en place en ce moment aussi, c'est de manger plus doucement. Parce que j'avais tendance à manger, mais comme une gloutonne. Donc je mange, je mange, je mange et donc le sentiment de satiété vient beaucoup plus tard. Donc quand on mange doucement, quand on mastique bien aussi, c'est important, la façon de manger aussi. Oui, c'est important. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous mâchez, c'est mieux de prendre un aliment complet. Ça, l'effet matrice. Même un fruit, il vaut mieux le manger. Si on mange un fruit, il vaut mieux le manger entier que le prendre en jus, parce que vous avez l'effet matrice. Avec un aliment à mâcher, une viande par exemple, manger un morceau de poulet, vos récepteurs seront activés au fur et à mesure de la mastication plutôt que de l'avaler d'un seul coup. Donc la sensation de satiété arrivera plus rapidement. Et il y a aussi le point, parce que des produits laitiers, ça on l'a pas abordé, mais moi j'ai beaucoup entendu que les produits laitiers, c'est pas bon pour la santé, que le lait de vache, c'est pas bon pour la santé, que c'est mieux le lait de chèvre, de brebis. Après, j'ai l'impression, bon, on va y revenir, mais est-ce que tout est adapté pour tout le monde? C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, il faut s'observer, il y a certaines personnes, elles vont avoir du mal avec le lait de vache, elles vont avoir des reflux, des ballonnements, d'autres, ça va rien leur faire. Il y a peut-être pas de loi non plus universelle. Alors, pour le lait, alors il y a je le dis dans le livre, il y a deux types de lait. Il y a un lait qu'on digère mieux qu'un autre, type A1, type A2. Alors, le type A1, c'est du lait qu'on digère moins bien. Effectivement, les populations mondiales, on n'est pas équipés, les êtres humains ne sont pas équipés de manière identique pour digérer le lactose. C'est comme ça. Certains le font très bien et d'autres le font très mal. Donc, effectivement, il y a ces allergies au lactose pour des gens qui sont immédiatement malades lorsqu'ils consomment du lactose. Mais le lactose, c'est comme du sucre. Et donc, le lait, il contient pas mal de sucre. Et si on prend des produits laitiers, il vaut mieux prendre effectivement du lait de petits animaux parce qu'il y a moins de facteurs de croissance. Les gens qui développent des cancers ou qui ont développé des cancers ou qui voudraient éviter de développer des cancers, il vaudrait mieux éviter le lait de vache, sauf à manger du fromage fermenté, Mmh. parce que la bactérie de fermentation va détruire les aspects négatifs du lait. Il vaudrait mieux des facteurs de croissance. Il vaudrait mieux consommer du lait de petits animaux, chèvres et brebis. Ah, c'est marrant parce que je me pose la Mhm. question, du jour au lendemain, à 17 ans, j'ai plus pu boire de lait, mais du jour au lendemain, le matin, ça m'a mais écœurée d'un seul coup, j'ai plus jamais pu en boire. Rien que d'imaginer, ça me donne la nausée. En revanche, le fromage, j'adore ça. Je Oui, me dis: «Mais comment ça se fait?»
Alors, le fromage, le problème, les protéines laitières. Il peut y avoir, dans le lait, il y a beaucoup de caséine. Et dans le fromage, il y a les protéines laitières. Et certains ne supportent pas les protéines laitières. Donc, il faut. Alors, les études scientifiques ne sont pas, comment dire, fiables à ce sujet. On ne peut pas affirmer quelque chose. Donc, c'est difficile. Je ne vais pas le dire parce qu'on ne peut pas le dire. Mais chacun devrait essayer de voir comment se comporte son organisme face aux protéines laitières. On a des certitudes pour la digestion du lactose, on a des certitudes pour la teneur en sucre du lait, on a des certitudes pour la caséine. Il y a des peptides opioïdes dans le lait qui peuvent comme les opioïdes, hein, comme les opiacés, toucher les centres et activer les centres des opioïdes dans le cerveau. Donc avec cet effet de dépendance. Mmh. Comme les céréales, il y a des peptides opioïdes aussi dans les céréales. D'ailleurs, je me suis dit: «Je vais essayer de faire une semaine sans fromage pour voir si j'y arrive». Rien que d'y penser, ça m'angoisse. Je te dépendante. Il faut pas le faire, il faut pas le faire. Si c'est angoissant, il faut pas le faire. Il vaut mieux dire un repas sur 2 ou bien un jour sur 2 ou bien que du fromage de chèvre et de brebis, par exemple. Oui, Je réduire. je mange du fromage, puisqu'en fait, c'est les plaisirs de la vie. Justement, il faut pas, on peut pas, on peut pas mettre en place un protocole unique pour les gens. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, il y a des gens qui s'adressent à moi. Je suis des gens qui ont des maladies, c'est souvent des cancers, malheureusement. Et donc, parce que je l'ai pas dit, mais je suis aussi nutritionniste. J'ai passé un diplôme de nutritionniste en Suisse, qui est certifié ASCA. Donc, c'est une fondation qui valorise certaines formations qui sont ensuite remboursées par les assurances maladie en Suisse. En Suisse, ça fonctionne comme ça. Donc je peux délivrer des schémas nutritionnels à des personnes. Alors, et donc, c'est vrai que tout dépend d'où l'on part. Si vous avez un cancer à soigner, si vous êtes, vous avez peur d'une récidive, il vaut mieux soigner votre alimentation. Et ça marche bien. Ça marche bien. D'accord. Alors, chers auditeurs, on a eu un aperçu de ce qu'on peut trouver dans le livre de Michel, Enquête de santé, ce que disent vraiment les études scientifiques. Alors, s'il y a des nutritionnistes, des virologues, des scientifiques qui nous auraient écoutés et qui auraient des choses à dire et qui voudraient échanger avec Michel, nous proposons une émission passerelle. Moi, j'aimerais bien que ça se fasse enfin depuis le temps que j'en parle. Mais je lance des appels et pour l'instant, j'ai pas de retour. Vous pouvez nous écrire à journaliste, donc au singulier, @nexus.fr, tout en minuscule. Ça serait intéressant. Je vais demander à Thierry Casasnovas et ça serait bien aussi qu'il y ait un nutritionniste vraiment qui soit pas du tout alternatif, quoi, à l'inverse de Thierry et que vous échangiez, tous les 3, un ou une, hein, d'ailleurs. Vous en penseriez quoi, Michel? Ah, ben, avec grand plaisir. Ça me plairait bien. Bon, on va essayer ça, hein? Merci Michel pour cet entretien. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Nous l'avons dit en début de vidéo, mais nous le rappelons que le magazine Nexus sans vous ne peut exister. Ces contenus, ces vidéos que nous vous proposons régulièrement ne pourraient exister sans le magazine papier auquel vous pouvez vous abonner, que vous pouvez trouver en kiosque ou offrir. Un grand merci et à très bientôt.